Oui. Bon, donc on va terminer tout ce qui est dérivés standards. Alors, je vais vous... Ça, on s'en fiche. Alors, quelque chose donc, qui est important dans les dérivés d'électricité et d'énergie, c'est les spreads. Donc les spreads étant la différence entre deux actifs. Donc vous avez... Ouais, je peux passer ça, on s'en fiche. Donc les spreads. Plusieurs formes de spreads. Il y a les spreads entre une seule commodité, quand par exemple on fait des spreads sur du pétrole avec différentes qualités. Donc ça, c'est intra-commodité. En élec, on a plus des spreads intercommodités, où on fait la différence entre l'électricité et puis notre commodité. Par exemple, on va parler de spark spread pour la production, enfin l'électricité versus du pétrole ou du gaz, de dark spread quand on fait la différence avec le gaz, et on va parler de clean dark spread ou de clean spark spread dès lors qu'on ajoute aussi la contribution des émissions du CO2. Donc ça va typiquement nous servir à représenter les centrales thermiques. Vous avez aussi donc, tout ce qui est spread géographique, donc qui va être la différence d'un même produit de livraison mais entre deux zones géographiques. Et donc ça, c'est des produits qui sont utilisés pour acheter de l'interconnexion entre deux pays. Il y a des offres de marché là-dessus. Et enfin, vous avez des calendar spreads qui vont être la différence entre des produits cotés à différentes maturités, où vous allez échanger par exemple un mois d'avril contre un mois de juin, etc. Donc ça vous permet de représenter par exemple des actifs de stockage où vous pouvez décaler de la production ou du déversement dans un stockage hydraulique. Alors, bon, ici je vous avais mis l'illustration d'un spread entre la France et l'Allemagne. Bon, on parlera de ça après. Donc voilà, tous nos actifs, nos dérivés, c'est souvent un strip de spread. Donc la différence entre un actif A, un actif B, moins un strike fixe. Tout ça positif parce que la centrale n'est démarrée que si le prix de combustible est suffisamment peu cher par rapport au prix d'électricité pour que ce soit rentable. Et pourquoi un strip? C'est parce qu'on le fait sur toutes les heures ou sur toutes les granularités la plus fine qu'on a envie de considérer. Et pas uniquement pour une maturité donnée. Donc, une centrale gaz ou pétrole, ça va être un spark spread. Une centrale charbon, ça va être une dark spread. Les geographic spread, je vous l'ai dit, transmission. Et les calendar spread, c'est pour tous les actifs de stockage. Donc voilà pour une centrale fuel, et typiquement ce qu'on va considérer, c'est le prix d'élec moins le prix du fuel combiné par son facteur d'émission, enfin de son efficiency rate, enfin je ne sais pas comment on dit, mais bon, la quantité qu'il faut brûler pour produire 1 MW d'électricité, moins des coûts variables dès lors qu'elle tourne. Enfin des coûts fixes, excusez-moi, des start-up costs par exemple, donc des coûts de démarrage. Si on ajoute les prix d'émission, il faut rajouter les prix de CO2 dans l'équation. Et forcément, on va valoriser ça sur toute la période de livraison qu'on souhaite considérer entre l'instant TB et l'instant TE. Et donc, si on prend l'espérance de ces cash flows, on va avoir la valeur de notre centrale pour la période entre TB et TE, début et fin. Alors, pourquoi les start-up costs? C'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger, qui va quand même poser quelques problèmes dans les formules après. C'est que si vous prenez l'exemple d'une centrale charbon, on chiffre à peu près ces start-up costs à 50 000 €. Donc si vous dites que vous l'allumez pour 12 heures et qu'elle fait 500 MW de capacité, ça représente à peu près quand même 8 € par mégawattheure. Ça veut dire que le prix d'élec, il faut qu'il soit quand même bien supérieur au prix du charbon qu'on met dedans, parce qu'il faut pouvoir la rentabiliser en la démarrant. Pour une centrale gaz, c'est un peu moins cher, mais ça reste du 15 000 €. Donc si vous dites que vous l'avez fait tourner pendant 6 heures avec toujours cette même capacité de 500 MW, ça représente en fait un cas de l'ordre de 5 € du mégawattheure. Donc en fait, il faut se méfier de ça aussi. C'est souvent, on va représenter, je pense que j'ai un graphique après, voilà, des exemples de spread entre, là c'est pour le dark spread, donc électricité moins charbon avec le CO2, et là pour le gaz.
mais vous n'avez pas de start-up cost. Donc même si on est à zéro, on pourrait penser que ça vaut le coup que la centrale en fait fonctionne. C'est pas forcément le cas, parce que si vous n'avez pas inclus ces coûts de démarrage, bah, en fait non, vous la démarrez pas. Il faut que le spread soit supérieur à ces coûts de démarrage pour que vous ayez envie de l'allumer. Donc là, c'est un graphe que j'ai pris qui représente donc ces spreads, l'évolution sur donc la différence entre les spots à la pointe pour les LEC moins les coûts de combustible, et l'évolution entre octobre 2014 et décembre 2015. Donc vous voyez que ça bouge beaucoup. Et on a eu une grosse période sur laquelle les centrales charbon, les centrales gaz, elles n'ont pas tourné beaucoup. Voire pas du tout. Là, ça s'est redressé. Et donc, c'est des choses qui évoluent dans le temps. Et puis, vous voyez que c'est quand même assez fortement corrélé entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut noter? Bon, je ne vais peut-être pas détailler tout ça, mais il y avait toute une analyse pour montrer que les choses changent. Là, on a eu les centrales gaz, je vous disais, qui n'ont pas été rentables pendant longtemps, mais les choses tentent à se redresser. Aujourd'hui, là, c'est ici le spread charbon qui va plutôt en diminuant. Donc là, on est fin décembre 2015, et c'est avec des produits futurs, donc c'est plutôt pour une vision 2016. Et le gaz, par contre, avait tendance à se redresser. Vous voyez des spreads qui commençaient à être à nouveau positifs. Bon, je ne veux pas insister là-dessus, on va plutôt regarder les formules qu'on peut appliquer. Alors peut-être juste quand même un truc que vous voyez souvent aussi dans la littérature, c'est à quel prix de CO2, en fait, vous avez une substituabilité entre la technologie la moins chère et la plus chère. Donc là, on peut faire des petits calculs rapides. En fait, c'est à quel prix de CO2 on aura un équilibre entre gaz et charbon. Alors, si on fait des hypothèses d'un prix du gaz à 30 € du mégawattheure, de prix charbon à 15 € du mégawattheure, on prend des hypothèses un peu standards d'actifs charbon et gaz, et le prix de CO2 d'équilibre, ce serait 34 € la tonne. Et aujourd'hui, il est plutôt à 5 € la tonne. Bon, ça, c'est pas forcément tout à fait représentatif des dernières évolutions du marché. Je pense qu'aujourd'hui, le prix de CO2, il est plus bas. Mais c'est pour dire que le prix de CO2 va pas forcément... Et aujourd'hui, aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais dans les mois derniers, il n'était pas du tout représentatif il ne pouvait pas engendrer un basculement des technologies les moins polluantes vers les technologies les plus polluantes. Il ne suffit pas à lui tout seul, en fait. Parce qu'il est assez bas. Alors, comment est-ce qu'on price nos fameuses spreads qui représentent nos centrales thermiques? Donc voilà la formule de notre actif, de sa valeur. Si on considère des dynamiques log normales, donc c'est très simple sur nos deux actifs, voilà, il y a une formule analytique EXIPS qui est la formule de McGrath que vous avez peut-être déjà bien sûr rencontrée, qui est valable que si K égale 0. Donc vous n'avez pas de startup cost. Donc vous avez une formule analytique, ça ressemble à la formule de Black-Scholes. Vous êtes content, tout va bien. Mais vous avez dû faire cette approximation-là. Alors qu'est-ce qui se passe si vous avez envie de mettre un cas qui n'est pas nul? Alors il y a eu plusieurs propositions de méthodes qui sont des approximations. Donc là j'en cite 3. Alors il y a l'approximation de Kerr qui dit que en fait ils vont supposer que le deuxième actif plus K, ils vont le supposer comme étant log normal. Donc ça c'est, oui forcément, la formule, la valeur est préservée quand K égale 0. Il y a eu une autre formule proposée par Eiland et Wolyniec qui va donner un rôle plus symétrique à SA et SB. Et puis après vous avez une approche par Carmona et Durlerman qui en fait là va faire en sorte d'approximer SA moins SB comme un mouvement, une distribution gaussienne en préservant les deux premiers moments des actifs du spread. Alors, voici, j'ai tiré, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous citer, je vous montrerai à la fin, mais en fait il y a beaucoup de choses, il y a une très bonne référence sur tous les marchés d'électricité et les dérivés. C'est un livre par René Haïd, et je crois que j'ai pris ces formules de ce livre-là, qui s'appelle donc Electricity Derivatives. C'est un Springer Brief, donc il est assez court, mais c'est une très bonne référence en fait sur tous les marchés d'électricité. Je vous montrerai après. Et donc voilà, il y a une étude, cette petite étude représente comment ces différentes approximations face au Monte Carlo, qui se voit peut-être pas très bien, mais c'est le petit trait pointillé. Donc là, vous avez l'évolution de la valeur de mon spread en fonction du cas, donc le startup cost, et comment les différentes approximations se comportent. Donc vous voyez qu'il y en a qui réagissent quand même pas très très bien.
notamment celle de Hedlund qui reste constante, c'est pas très joli. Et donc là, vous avez la différence quand là, la corrélation entre les deux actifs est négative, là, moins 0,8, et là, elle est positive. Et donc là encore, vous avez même un comportement très bizarre de l'approximation de Kirk. Par contre, l'approximation proposée par Carmona et Hürlimann produit des résultats plutôt satisfaisants. Voilà. Alors, que se passe-t-il ensuite? Donc là, on a considéré deux actifs moins des startup costs. Que se passe-t-il si on veut en plus rajouter le marché de CO2? Dans ces cas-là, on peut refaire un petit peu... Enfin, il y a cet article-là qui propose ça, de faire le Meggling back, c'est-à-dire d'approximer toute la production, finalement, par un actif log normal. Donc c'est considéré que le fuel... Là, il devrait y avoir un plus, je suis désolée. Parce que c'est moins le fuel, le prix du CO2 plus le K, puisque c'est tout ce qui me sert à faire ma production. Et donc ça, on va dire que c'est un actif approximé log normal, équivalent. Et donc c'est une sorte d'extension de la formule de Kirk à 3 actifs au lieu de 2. Donc on peut faire les mêmes approximations. Donc on se retrouve avec une formule analytique, toute proche d'un Black-Scholes, mais qui bien sûr, avec une formule de volatilité équivalente. Mais bien sûr, on ne peut pas se dispenser de faire cette valorisation sans faire des analyses quand même d'erreurs, parce qu'on a fait une approximation et on voyait que déjà dans l'état 2 actifs, il y avait une sacrée marge d'erreur en fonction des paramètres de nos modèles. Donc voilà typiquement un genre de problème, rien que sur une option spread, qui est quand même pas très compliqué, mais je vous disais, on est vite en dimension importante et il n'y a plus de formule analytique, donc si on veut des solutions approchées, on fait des erreurs et il faut les quantifier. Alors on passe maintenant, je voulais regarder un tout petit peu ce qui est les actifs plus compliqués de type swing, stockage, etc. Et voilà, typiquement l'actif... Alors non, je vais un peu trop vite. Mais, non si, pardon. C'est si on a un stock limité, Q, qu'on va vouloir placer. Donc il va falloir qu'on a des contraintes sur notre production. Et donc, typiquement, ça voilà un actif le plus complet qu'on peut avoir à optimiser. C'est-à-dire que on va produire de l'électricité, moins un certain coût de combustible en incluant les prix de CO2. Mais on a des contraintes sur cette production en termes, par exemple, de quantité limitée sur la période, etc. Donc il faut placer cette production au mieux sur la période. Donc on va maximiser sur les stratégies Q. Et on est aussi face à un aléa de disponibilité, c'est-à-dire que là, tout à l'heure on ne voyait pas, on supposait que notre centrale elle était toujours active, jamais en panne, mais on peut vouloir représenter mieux les choses en se disant ma centrale, elle est pondérée par cette quantité K, qui va être la quantité disponible. Soit on prend un truc 0,1 parce qu'on n'a qu'une centrale, donc elle est en panne ou pas en panne, ou alors c'est une espèce de disponibilité moyenne parce que vous avez plusieurs centrales, et donc ce cas dispo représente ça. Donc là, bien sûr, il n'y a plus de formule analytique. Alors, on va voir, il y a quelques choses présentées. Mais la meilleure des choses, c'est d'avoir recours à des techniques de contrôle stochastique pour estimer bien la valeur et puis les dérivés. Alors, en effet, on peut quand même... je crois. La première chose que les gens font en général, c'est regarder la valeur intrinsèque de ce genre d'actif. C'est-à-dire quelle est la valeur en supposant sans faire d'optimisation numérique sur le côté stochastique, mais en regardant simplement par rapport aux prix à terme tels qu'ils sont cotés aujourd'hui, comment je placerai aujourd'hui ma production pour ces prix à terme et en supposant que je ne bouge plus du tout. Ça, c'est la valeur intrinsèque. En faisant ça, vous n'avez qu'une partie de la valeur de votre option, mais vous perdez toute la partie qui vient du fait que votre option, bien entendu, elle est plus flexible que ça. Et donc dans le futur, vous allez remodeler votre stratégie sur votre stockage. Peut-être pour terminer sur cette partie-là, voilà 3 méthodes assez communes employées pour valoriser des types d'actifs swing ou stockage. Donc vous avez ce rolling intrinsic qui consiste à dire je fais cette valorisation intrinsèque, mais je la fais de manière roulante. Je suppose que je vais le faire
ensuite à différentes petites dates qui viennent. Donc c'est mieux que de ne le faire qu'une fois, vous le faites à plusieurs dates ensuite, pour plusieurs simulations. Vous allez trouver une nouvelle valeur intrinsèque et vous rebalancez. Donc ça vous permet de trouver une certaine valeur. Une deuxième forme d'approximation, c'est de répliquer votre actif à la fois par des forwards et puis par des options spread calendaire. C'est-à-dire que vous trouvez la meilleure approximation de votre actif, soit de stockage, soit swing, par des forwards, mais aussi par ces fameuses options qui vous permettent d'échanger de l'énergie d'un mois pour un autre. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, typiquement, un stockage, c'est ça. Ça vous offre la flexibilité de, par exemple, garder le mois de mai pour ensuite déstocker en juin, ou l'inverse, en fonction des conditions de marché. Donc si vous avez l'option au portefeuille, ça va représenter une partie de cette flexibilité que vous offre le stockage. Donc cette façon de faire va capter une bonne partie de la valeur de votre option. Et ces deux approches ont l'avantage d'être pas trop compliquées en termes numériques. Après, il y a la méthode plus élégante, je dirais, mais qui est plus compliquée, vous faites de l'optimisation stochastique, vous utilisez le principe de programmation dynamique, et vous faites une optimisation backward, par exemple en utilisant des méthodes de régression type Long-Schwartz, et vous allez trouver une valeur d'option. Alors, j'ai un exemple. Ici, j'aime bien cet exemple-là. Donc, on avait regardé pour trois types de stockage, un stockage saisonnier, un stockage rapide et puis un stockage de dimension moyenne. Celui-là, c'est un gros stockage. Vous pouvez stocker d'une saison pour une autre. Et puis celui-là, c'est un stockage très rapide. Vous stockez pour une période beaucoup plus longue, beaucoup plus courte, pardon. Et on avait regardé donc quelle qualité sur quelle valeur vous captiez avec ces différentes techniques. Donc en bleu, vous avez la valeur la plus importante à chaque fois qui est prise par la valeur de Long-Schwartz, donc par les méthodes de Long-Schwartz, c'est-à-dire que vous avez fait une optimisation stochastique, donc vous captez le maximum de valeur. Et puis la première barre, ça représente, c'est si vous aviez fait juste une valorisation intrinsèque, donc vous captez toute la valeur intrinsèque de l'option, mais vous ratez toute la valeur extrinsèque qui est proprement liée à son optionnalité. Et puis entre les deux, vous trouvez que l'approximation où vous approximez votre stockage à la fois par des forwards et des options, ça donne cette barre ici pour chacun des stockages. Et vous faites un peu mieux si vous allez vers le rolling intrinsèque qui consiste à faire donc cette valorisation intrinsèque, mais à la refaire pour différentes simulations au cours du temps. Donc bien sûr, cette technique-là, c'est certainement la plus compliquée, mais c'est celle qui va vous permettre de capter le maximum de valeur. Bon, donc dans la littérature, on va trouver plusieurs choses. Et après, je pense que on peut prendre la technique qu'on veut, après il faut être conscient des biais, effectivement, qu'on a en obtenant sa valeur en fonction de la technique qu'on a choisie. Et pourquoi utiliser les autres ? Pourquoi utiliser les autres ? Parce qu'elles sont rapides. Après aussi, un trader va pouvoir vous dire, là, l'option basket, c'est finalement le maximum de ce qu'il va pouvoir capter sur les marchés, parce qu'il va répliquer son actif physique uniquement avec des calendar spread et des forwards. Donc finalement, tout ça, cette partie-là qui existe dans mon option, il n'est pas capable de la répliquer et de la couvrir. Donc on pourra la capter sur le spot, mais ce n'est pas quelque chose qui est capable de répliquer et donc de saisir. Parce que ça, après, ça aussi, ça dépend des hypothèses c'est difficile de se mettre d'accord avec des gens sur cette valeur-là. C'est comme si en fait le problème était mal posé. C'est aussi que c'est dur de répliquer cette valeur-là, puisque vous êtes un marché incomplet, vous n'avez pas la granularité qu'il faut. Donc si vous attendez le spot, vous allez prendre un risque énorme. Vous n'allez pas pouvoir répliquer cette valeur-là. C'est ce que vous pouvez attendre des marchés spot, mais en tout cas, ce n'est pas la valeur que vous pouvez capter en utilisant les marchés à terme. Parce que je pense qu'il c'est très rare de trouver une contrepartie qui vous achètera directement l'actif à ce prix-là. Donc peut-être le mieux que vous pourrez faire, c'est de capter uniquement cette opportunité-là en allant sur vous utilisez les calendar spread et les forwards.
Voilà, après, il y a la version, ça c'est les beaux problèmes d'EDF, où on ne fait plus pour un actif de stockage, mais pour différents actifs de stockage qui sont en cascade, donc pour des vallées hydrauliques. Donc là, ce qui devient très compliqué, c'est que ma stratégie de gestion sur mon actif de tête, là, en haut, quand je déverse, ça va aller alimenter le réservoir du bas, etc. Donc en faisant ça, je contrains ce qui se passe ici, parce que si j'ai déversé beaucoup par ici, peut-être qu'ici je vais être obligé de déverser parce qu'il était déjà plein, ou pas. Mais voilà. Donc l'apport dans ce lac-là va dépendre de l'apport qui a été fait ici. Puis là, vous avez une flèche dans les deux sens, parce que ici, c'était peut-être une vallée où vous aviez une steppe, c'est-à-dire que vous aviez aussi la possibilité de faire remonter de l'eau de ce réservoir-là vers ce réservoir. Donc on tombe vite dans des problèmes qui sont assez trapus. Donc on s'amuse pas mal, il y a eu pas mal de recherches sur ce genre de problème. Voilà pour les actifs dérivés. Je ne sais pas si vous avez des questions, et après, là, je voulais ensuite enchaîner sur des exemples plus de travaux de recherche qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble de ce qui se fait, bien entendu, mais plutôt de choses que moi je connais parce que j'ai développé, et puis qui vous donneront des points un peu particuliers de ce qui se passe dans le secteur électrique. Donc la première chose dont je voulais vous parler, c'était d'un modèle de prix type structurel, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte des informations de production de consommation dans le modèle. La construction du modèle, c'est pas purement un modèle statistique, et qui représente à la fois les prix spot et forward pour des marchés d'électricité couplés. Donc c'est des travaux que j'ai fait avec un collègue, Olivier Ferron, qui est aussi à la R&D. Et alors pourquoi on a fait ces travaux? C'est parce que quand on regarde les prix, je vous en ai déjà un petit peu parlé, les prix de commodité, le prix d'électricité en Europe, ils sont très liés. Donc ici, par exemple, entre la France et l'Allemagne, si vous regardez le prix à terme pour la livraison à 1 an, vous voyez que les deux prix, ils évoluent très, très fortement de la même manière, même si ça a changé dans leur structure, parce qu'au début, ils étaient très très proches, avec un spread qui était quasiment nul, et que le spread s'est creusé ensuite. Mais néanmoins, les évolutions sont les mêmes. Donc forcément, si on représente, si dans nos modèles, si vous avez un portefeuille qui expose à la fois sur la France et sur l'Allemagne, et que vous représentez ces deux marchés comme deux mouvements, comme deux modèles de prix uniquement corrélés, vous allez rater une bonne partie de la corrélation ne va pas être suffisante pour représenter ces deux évolutions qui sont vraiment très très proches l'une de l'autre. Ou alors il faut que vous mettiez une corrélation très importante. Et donc sur les prix spot, c'est aussi très vrai, puisque par exemple en 2014, 51% du temps, vous aviez exactement les mêmes prix spot dans les deux pays. En 2015, c'est 25% du temps. Donc les deux prix strictement équivalents, pas juste similaires. Alors pourquoi expliquer c'est la différence aussi qui se perçoit, ça vient des différences de production. Les deux pays, donc, ils ont des évolutions similaires, mais néanmoins ils ont des différences structurantes dans leur mode de production. Donc vous avez en bleu tout ce qui concerne la France et la production par les différents types de production. Donc la France, c'est quoi? C'est beaucoup de nucléaire et de l'hydraulique. Et l'Allemagne, c'est quoi? C'est beaucoup de charbon. Lignite et charbon, le lignite, c'est du charbon aussi. Et c'est beaucoup de vent et de photovoltaïque et de biomasse. Donc ça ne fait pas du tout les mêmes fondamentaux de marché en fait. Donc quand on parlait tout à l'heure de voir le prix dans quelques années en fonction des fondamentaux, c'est typiquement ça. Si vous avez des informations sur le fait que l'Allemagne va continuer à installer beaucoup d'énergie éolienne et photovoltaïque dans le futur, c'est quelque chose que vous pouvez avoir envie de rentrer dans votre modèle pour le prendre en compte et mieux représenter l'évolution des prix dans le futur. C'est quoi la bioénergie? Alors la biomasse, c'est tout ce qui est utilisation des déchets ou alors des gaz qui viennent des fermes. Ça produit autant d'électricité? Pas mal, ouais. C'est aussi le recyclage des déchets. Alors en Allemagne, ce graphique-là aussi, il montre comment l'énergie...
Alors là, c'est pour l'énergie solaire, mais l'énergie renouvelable, éolienne ressemble très fortement. Comment ça a cru de manière vraiment spectaculaire dans les dernières années. Donc là, ça s'arrête en 2014, mais le CRAF a un peu la même structure sur les années après. Parce qu'en 2015, en Allemagne, la production solaire et photovoltaïque, ça faisait 20% de la production quand même. Donc ça avait été multiplié par 3,5 depuis 2004. Et donc là, vous avez, ici, c'est les capacités, je crois, et là, c'est les productions. Donc en fait, cette croissance spectaculaire, on va dire, a eu plusieurs conséquences. Ça a changé la nature des prix. Et notamment sur les marchés spot, vous avez de moins en moins de prix positifs, de pics de prix positifs, parce que vous avez quand même beaucoup plus de production. Et par contre, on a ces fameux prix négatifs qui ont eu tendance à apparaître. Et en Allemagne, il y a vraiment pas mal de prix négatifs sur le spot et sur l'intraday. Donc en fait, c'était aussi une des motivations de notre travail, c'était de regarder un modèle, je disais structurel, qui s'attache à ces caractéristiques de marché. Parce que si vous regardez les marchés sur des horizons, on n'a pas des historiques très longs, mais si vous regardez les 10 ans d'historique du marché pour essayer d'attraper votre modèle, vous captez quelque chose qui a considérablement évolué. Donc estimer votre modèle sur cet historique ne fait pas grand sens. Donc après, ça veut dire que quel historique vous représentez. Donc on avait envie de prendre cet aspect structurel et proche des fondamentaux du marché. Ce graphique-là aussi, je voulais représenter, mais c'était déjà montré. On voulait un modèle qui permette de dire on veut prendre des opportunités quand en Allemagne, la liquidité est beaucoup plus importante, on le sait. Donc il est très intéressant d'aller se couvrir en Allemagne, parce qu'on sait qu'on va avoir des frais de transaction moins importants. Donc avoir une bonne, même si on n'est pas exposé sur le prix allemand, on peut vouloir prendre des couvertures sur le marché allemand, faire du proxy hedging, pour s'affranchir de certains frais de transaction du fait de la meilleure liquidité. Et enfin, ce type de modèle, il est fait pour pouvoir aussi mieux valoriser l'interconnexion France-Allemagne, dans un sens ou dans l'autre. Ici, je vous ai représenté la courbe d'offre justement de cette interconnexion de l'Allemagne vers la France qui a été proposée pour l'année 2016. Voilà la thèse qu'elle a. Et cette interconnexion, c'est ce fameux ce spread géographique qui est la différence entre les deux prix spot de ces deux pays. Donc ici, c'est l'espérance de la différence entre les deux. Alors, comment... Et puis alors, après j'ai fini avec les généralités, mais ça aussi, ça va aussi un petit peu illustrer ce qu'on a décrit tout à l'heure. C'est que les marchés, on a parlé d'intégration des marchés. Aujourd'hui, les marchés électriques, ils sont de plus en plus couplés. Dans le marché européen, il y a 19 pays qui sont couplés, on appelle ça couplés, c'est-à-dire qu'ils vont être intégrés, et ça représente 85% quand même de la demande européenne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va automatiquement ajuster les flux aux interconnexions en spot, de telle sorte que les prix convergent le plus possible entre ces pays. Je vais vous expliquer le fonctionnement juste après. Et donc, tout a commencé en 2010, où vous aviez cette zone rouge et rouge pâle, où les prix étaient le plus possible ajustés. Et puis au fur et à mesure, on a eu de plus en plus de pays à rejoindre ce mécanisme pour faire en sorte de favoriser en fait les échanges sur cette plaque et permettre que l'énergie circule le mieux possible. Et puis qu'on puisse, effectivement c'est dommage de dire ici on a besoin d'électricité, ils pourraient nous la fournir du Portugal, donc essayons de favoriser l'échange pour que ça puisse arriver. Dans la limite que il faut considérer que on ne peut pas passer non plus autant d'énergie qu'on le souhaite, parce qu'aux interconnexions, le réseau il n'est pas aussi maillé, on appelle, que dans les pays où dans les pays traditionnellement les réseaux électriques sont très denses, alors qu'aux interconnexions ils sont un peu plus ténus. L'Angleterre s'est interconnectée avec le continent? Avec la France, et si je ne me trompe pas, aussi avec les Pays-Bas. Comment ils font? Un câble dans la mer. C'est possible de faire ça? Excuse-moi, mais donc il y a le coût. Parce qu'il y a des pertes de l'Atlantique. Il y a des pertes. Ouais. Après, on met des. Il y a des régénérations, mais oui, il y a des pertes. Non.
de ces pertes-là, parce qu'il y a aussi le prix des interconnexions. Bah, dans les interconnexions, je ne crois pas que ce soit pris en compte. Je pense que c'est significatif, parce qu'ici les distances sont longues. Ouais, alors entre deux pays voisins, je pense qu'on s'en fiche. Entre la France et l'Angleterre, même là, j'ai l'impression qu'on n'en prend pas compte, donc je suis pas sûre que là la perte soit si significative qu'on souhaite la considérer. L'investissement est cher, mais après l'utilisation. Oui, mais après c'est la perte d'énergie en ligne. En fait, sur un câble, l'énergie, il y a une perte. Oui, il y a une perte quand même. Ouais. Mais bon, c'est vrai que je pourrais essayer de vérifier, mais comme ça, j'ai l'impression qu'elle n'est pas si importante qu'on la prenne en compte. Alors, comment ça marche ce coupling, là, ce couplage de marché? Donc, si on imagine mon interconnexion comme un tuyau qui peut passer au maximum Emax dans ce sens-là et Emin dans ce sens-là, et ben, imaginons, voilà, j'ai un pays 1, j'ai un pays 2, chacun avec une courbe d'offre. Et puis j'ai représenté une demande fixe. Allez, on va. Donc s'ils étaient complètement séparés, voilà le prix que j'aurais pour ce premier pays, parce qu'il y a une forme de demande ici, donc voilà son prix. Puis pour ce deuxième pays, voilà son prix. Et là, je suis dans l'exemple où dans le marché 1, le prix il est supérieur au marché 2. Donc si on a une interconnexion, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de faire passer l'électricité de 2 vers 1. Donc voilà ce qui se passe. Donc là, j'ai une interconnexion. Je vais essayer de faire passer je produis plus dans le pays 2 parce que j'étais moins cher. Je diminue en même temps la production dans le marché 1. Et jusqu'au moment où j'arrive à avoir le même prix dans les deux pays. Et ça, je peux parce qu'en fait, j'ai fait passer de l'électricité, mais pas suffisamment pour saturer l'interconnexion. Donc tout va très bien. Voilà ce que fait le mécanisme de couplage. En fait, il va optimiser ce flux de manière automatique. Parce qu'avant, ce couplage était fait à la mano. Donc c'était pas parfait forcément, même des fois ça allait dans le mauvais sens. Donc là c'est fait automatiquement, c'est implicite. Une fois que les courbes d'offres sont soumises dans chaque pays, on optimise le passage d'électricité entre les pays. Donc là voilà, c'est un cas où on va dire les deux marchés sont couplés, le prix est strictement équivalent. On peut imaginer un cas où toujours pareil, mon prix 1 est supérieur au prix 2, mais cette fois-ci, je vais faire passer l'électricité toujours de 2 vers 1. Mais même si je fais passer au maximum de l'interconnexion, donc j'ai bien réduit le prix dans la zone 1 et augmenté dans la zone 2, parce que je produis plus, puis là je produis moins. Par contre, je deviens limité par l'interconnexion. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai rapproché les deux prix, mais je ne les ai quand même pas égalisés. Les deux marchés, on dit, ils sont non couplés. Mais on a quand même utilisé l'interconnexion au maximum de ce qu'elle devait être, et elle a été optimisée. Donc voilà typiquement ce qui se passe dans le mécanisme de couplage. Et donc c'est ce qu'on va représenter un petit peu dans notre modèle. Dans le couplage, oui. Le fournisseur d'un pays, il a le droit d'arbitrer entre fournir son propre pays ou l'autre pays. Parce que je veux dire, ça peut être rentable pour lui de dire bon voilà, c'est pas très intéressant le prix actuellement dans mon pays. Alors, je préfère vendre chez le voisin. Mais il faut pouvoir avoir réservé la capacité physique. De transfert. Pour soumettre ici. Oui. Je suppose qu'il faut avoir dit, je peux soumettre ici parce que j'avais acheté, parce qu'on peut acheter de l'interconnexion à l'avance. Oui. Ça, c'est ce qui reste en temps réel. Mais si vous êtes producteur dans la région 1 et que vous voulez vendre dans la région 2, là, c'est pas représenté, mais il faut dire que vous avez aussi acheté de l'interconnexion, vous assurez le passage, parce que sinon, c'est pas possible. Oui, naturellement, vous êtes producteur sur une zone. Il n'a pas d'obligation de fournir son pays en priorité. Il va fournir là où il est. Oui. Et s'il veut déclarer qu'il fournit dans l'autre zone, il faut qu'il ait assuré quand même le passage. Oui, ça j'ai compris. Mais non, il n'a pas d'obligation d'être prioritaire. Si l'arbitre, il pourrait avoir intérêt à... quitte à créer une pénurie chez lui. Oui, si le mécanisme est bien fait, s'il y a une pénurie chez lui, le prix va tellement monter chez lui qu'il ne va plus fournir l'autre pays. Ouais. A priori, si on en est là. Si le marché marche bien. Je pense que ça se serait comme ça en fait. Alors donc voilà ce qu'on a essayé de faire, c'est de proposer un modèle qui représente le lien fort qui existe entre les prix d'électricité dans des pays voisins ou proches, qui puisse s'adapter à des changements sur les marchés, qui représente les prix spot et les prix forward en même temps, puisque comme je vous l'ai dit, on a envie d'avoir des stratégies de couverture
Donc on veut pouvoir représenter les prix forward, mais en même temps, il nous faut les prix spot pour bien valoriser. Et puis qu'ils soient efficaces, parce que si on a besoin, si on veut vraiment produire des valorisations, si déjà on peine à obtenir des prix forward, ça va être compliqué. Donc on s'est appuyé sur ce qu'on a appelé ce qui s'appelle les modèles structurels, donc qui sont ce genre de modèles. Et il y avait des candidats comme ça modèles, un modèle de René Carmona et Michael Coulon, de René Haï et Luciano Campi, qui ont été développés sur les prix de l'électricité, mais qui n'existent que pour un seul marché. Donc on a eu envie de l'étendre à plusieurs marchés, et il y avait eu des premiers travaux qui ont été faits par Custerman et Fuss, qui proposaient des modèles pour des marchés interconnectés. On va voir qu'on les a un peu étendus, parce qu'eux, ils faisaient la simplification en disant qu'il n'y avait qu'une seule technologie dans chaque pays. Nous, on avait eu envie d'être plus large que ça, en disant chaque pays, c'est ce que je vous disais, il a une technologie, par exemple nucléaire, charbon, renouvelable, etc. Et donc d'être un peu plus riche. Donc, dans un premier temps, je vais quand même vous présenter l'idée de ces modèles-là, parce que c'est quand même l'idée de base, et ça va aider à comprendre la suite. Donc voilà comment ce premier modèle représentait. Il disait la région, le pays 1 en fait, c'est le prix du combustible. Donc il y a un seul combustible, on considère qu'il n'y a qu'une seule technologie de production d'électricité, pondéré par une fonction de la demande. Donc plus la demande est importante dans ma région, plus mon prix augmente, bien entendu, qui vient représenter cette espèce de rareté en fait de la production face à la consommation. Et donc même chose dans le pays 2, avec les coefficients qui sont différents. Il peut y avoir un marché qui est plus sensible à la demande et l'autre qui l'est moins. Et donc la demande, bien sûr, c'est la demande du pays plus le flux à l'interconnexion. Donc dans notre cas précédent, quand le marché 2 exportait vers le marché 1, il faut qu'il accroisse la demande de ce flux d'interconnexion. Donc ça veut dire qu'il doit produire plus. Et en faisant ça, il augmente les prix dans sa zone. Donc toute la question est de regarder quel va être ce flux à l'interconnexion. Donc il doit bien sûr être compris entre Emin et Emax. Il est physiquement contraint par la taille de l'interconnexion. Et par contre, donc, le prix du combustible et puis la demande, et les demandes sont stochastiques, et on prend ce qui était proposé, c'est de prendre des diffusions très simples d'Orstein-Uhlenbeck pour les demandes et pour le log du prix. Donc la limite de ce modèle-là, c'est qu'il n'y a qu'une seule commodité qui est représentée, mais néanmoins, l'idée est très intéressante. Et ce qui permet, donc ça c'est vrai pour le prix spot, et pour ce qui est l'avantage, c'est qu'on peut très facilement avoir le prix forward, qui est, comme on l'a présenté tout à l'heure, l'espérance du prix spot, sous la bonne probabilité. Et pour faire un calcul facile, en fait, les auteurs proposent de diviser l'espace des événements en 3, en disant, j'ai trois choses qui peuvent m'arriver. Premier cas, mes deux marchés sont couplés. Donc, dans ces cas-là, j'ai le même prix dans les deux zones. Et puis les deux autres cas, c'est quand j'exporte au maximum de l'interconnexion de 2 vers 1, ou l'inverse, j'exporte un maximum de l'interconnexion de 1 vers 2. Et dans ces cas-là, le flux à l'interconnexion, je le connais. Ce sera Emax ou ce sera Emin, et les prix sont déterminés. Et ici, je le connais, le flux à l'interconnexion, il est tel que, en fait, il égalise les deux prix. Et alors pourquoi ça c'est intéressant? C'est parce que ce calcul-là, le PT fois l'événement conditionnel à 1, on peut utiliser ces résultats connus de la transformée de Laplace, et cette espérance se calcule comme la probabilité d'une variable gaussienne x tilde, et donc ça c'est facile, on a une solution quasi explicite. Donc ça veut dire que dans ce modèle, mon prix forward, il est quasi explicitement connu. J'ai juste un calcul de probabilité d'une variable gaussienne à faire, ça c'est pas insurmontable. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a eu envie de faire? C'est de dire, c'est très bien, mais vous avez mis une seule technologie. Dans mon cas, France-Allemagne, c'est pas génial, parce que la France, si je fais très grossièrement, c'est du nucléaire, et l'Allemagne, c'est du charbon, c'est pas la même technologie. Et en plus, il y en a plus, donc on a eu envie d'étendre et de mettre plus de technologies. Donc on a repris le même framework en disant on a une interconnexion. Chaque pays est dirigé par une certaine demande, toujours représentée par un Orstein-Uhlenbeck, on n'a pas fait plus compliqué. Et par contre, chaque pays a plusieurs combustibles possibles
NA et NB pour chacun. Alors je suis désolée parce que maintenant mon 1 et mon 2 est devenu A et B, mais chaque pays c'est le pays A et le pays B. Et donc en tout, on va avoir un certain nombre de commodités qui est N, qui peut être inférieur à la somme des deux, parce que je peux avoir des commodités qui sont communes aux deux pays, ça ne pose pas de problème. Et je représente chaque prix de combustible aussi, le log par un enchaînement Lebesgue, comme ce qui était proposé précédemment. Chaque technologie aussi a une certaine capacité maximum, c'est-à-dire que une fois que vous avez produit au maximum avec une certaine technologie, vous ne pouvez pas aller au-delà. Il va falloir que vous trouviez votre électricité avec une autre technologie. Et donc chaque pays va être caractérisé aussi par ce C bar, qui est en fait le maximum de capacité qu'elle peut produire par pays. Donc en plus, donc, on a ce vecteur très simple, le vecteur gaussien. Toutes mes variables, enfin le log des prix et puis les deux demandes, forment un vecteur gaussien, ce qui va nous servir pour la détermination du prix forward. Donc mon prix spot, il est un petit peu plus compliqué, mais finalement ça reste le même principe que ce qui était présenté avant. Mon prix spot, ça va être le prix du combustible. Alors, cette fonction F, c'est quoi? C'est le prix du combustible multiplié par cette quantité qui représente la tension sur le système. Donc, c'est-à-dire que quand la demande devient très proche de la capacité maximum du système, les prix peuvent même exploser. On lui met une exponentielle. Donc, plus je me rapproche de la capacité maximum de production, plus les prix augmentent. Donc, mon prix spot, c'est le prix de ma technologie marginale parce que j'ai cette indicatrice-là. Cette indicatrice-là, elle représente où ma demande se situe dans mon merit order, c'est-à-dire quelle est la technologie qui me permet de satisfaire le dernier mégawatt demandé. Alors, voilà, ça va peut-être être plus clair comme ça. Donc ici, typiquement, c'est comment se positionne mon merit order avec la fonction exponentielle. Vous voyez que là, j'ai plusieurs technologies. Je pense renouvelable, nucléaire, charbon, gaz, fuel. Et quand on approche de la capacité maximale, le prix part un peu au plafond. Ça va me permettre de représenter des pics de prix. Et puis, en fonction de la demande, de l'état de ma demande, voilà, ici par exemple, elle est là, et mon prix spot va s'établir ici. Donc ça se passerait très bien si j'avais qu'un seul pays. Maintenant, il va falloir que je résolve quand même ce qui se passe à l'interconnexion. Donc on va refaire la même approximation, enfin pas la même approximation, mais la même idée que le cas précédent, c'est-à-dire de reconsidérer les trois cas. Mes deux marchés sont couplés, mes deux marchés sont non couplés, mais saturent l'interconnexion dans un sens ou dans l'autre. Et en plus, donc ça c'était valable dans le cas précédent, maintenant il faut en plus que je suppose, ça devient un peu, les notations deviennent un peu plus lourdes, mais dire que donc, je suis dans le cas 1, 2 ou 3, couplé, non couplé, enfin saturé dans un sens, saturé dans l'autre, et en plus je suis marginal de la technologie K dans le pays A, et je suis marginal de la technologie L dans le pays B. Et donc on va étudier tous les cas. Parce qu'en fait, en faisant ça, on va pouvoir calculer l'espérance du prix spot pondéré par cet événement-là, on va dire, de la même façon qu'avant, et on obtient mon prix forward. Donc voilà l'écriture de nos prix spot. Ici, le prix est marginal, enfin, je suis saturé, donc je connais exactement le flux à l'interconnexion, E min, E max. Ici, c'est un petit peu plus compliqué, on va voir les graphiques. Et voilà le prix dans le pays A, le prix dans le pays B, qui sont tous les deux liés par le flux à l'interconnexion, en fait. Et donc, c'est des fonctions de mes prix spot des technologies, des capacités disponibles, qui ici sont considérées comme déterministes, mais on pourrait les rendre stochastiques aussi. Alors, pourquoi stochastique? Vous allez me dire que vous avez envie de raffiner, ou c'est histoire de mettre mathématiquement de la complexité. Ça pourrait être intéressant quand même pour représenter les aléas les pannes, en fait. Donc, on pourrait avoir envie de rendre CT stochastique. Ça alourdirait juste, je pense, les notations, mais c'est totalement faisable. Les demandes dans les deux pays sont différentes et peuvent avoir des volatilités différentes pour chacun des pays. Alors, donc les deux premiers cas où on sature l'interconnexion, c'est assez trivial, je vous l'ai dit, et on sait exactement à quoi équivalent ce cas-là. Donc là, je sature de A vers B, et je suis marginal de K dans la technologie A, dans le pays A, et marginal L dans le pays B. Donc voici les différentes conditions qui sont équivalentes à cette condition pour être dans cet événement-là. Même chose pour l'événement 2.
Alors pour l'événement 3, il faut considérer plusieurs sous-cas. Alors après j'arrête parce que il n'y a rien de compliqué en fait, mais c'est juste qu'il faut penser à décomposer tout ça parce qu'on a cette discontinuité. Donc quand on est dans le cas où les deux les deux marchés sont couplés, c'est-à-dire que les interconnexions ne sont pas saturées, on n'utilise pas l'interconnexion maximum, donc soit les deux prix sont strictement équivalents, mais il y a aussi, on a dû gérer que comme on avait considéré des courbes discontinues, on pourrait arriver à ce cadre-là. Imaginez, là vous avez, en pointillé, c'est la demande originelle en pays A, et ici la demande originelle en pays B. Donc là, comme A est moins cher que B, on va produire plus dans A pour aller vers B. Mais en produisant plus vers A, il y a un moment où je vais devoir m'arrêter alors que l'interconnexion n'est pas saturée. Parce qu'en effet, j'arrive au bout de cette technologie. Si je saute dans la technologie d'après, je vais devenir plus cher que B. Donc je m'arrête. Mais je n'ai pas saturé l'interconnexion. Donc les deux prix sont équivalents dans les deux zones. Par contre, il a fallu que je fasse attention en fait à ça. Bon, tout s'écrit bien. Et, alors j'en rajoute une couche, on a pu aussi rajouter, on peut considérer les permutations entre technologies, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a dit les commodités répondre à les logs des commodités sont des Orstein ou Lambeck, donc rien ne garantit, et en même temps ça m'arrange, que les technologies vont rester dans le même ordre. La technologie 1, elles peuvent devenir des fois plus chères que la technologie 2. Et ça, c'est bien, parce que c'est ce qui se passe. Le gaz et le charbon, notamment, dans l'histoire, ça s'inverse en fonction des prix des combustibles. Donc en fait, je vais être aussi obligée de pondérer par cette permutation qui caractérise l'ordre de mes commodités. Bon, c'est un peu lourd dans les notations, mais je vous disais, tout se résout et surtout, on peut arriver à la même idée de calcul du prix forward par ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'espérance de mon prix spot qui va donner mon prix forward, c'est la somme d'espérance de choses simples que je peux calculer encore avec les mêmes formules que tout à l'heure, qui vont nous demander juste le calcul d'une probabilité de variable gaussienne, de vecteur gaussien. Donc ce qui est largement faisable. Alors voilà un exemple de représentation d'évolution en modèle calé sur les données. Bon, je ne suis pas sûre que mon estimation de paramètres soit la plus parfaite possible. Enfin voilà, une idée de trajectoire, de prix futur. Alors on a dit trimestriel, entre un prix français et un prix allemand. Vous voyez que ça bouge un peu pareil, c'est chouette. Et puis il y a des moments où il y a des différences qui se passent, qui sont... et ça, on n'aurait jamais obtenu ce genre de trajectoire avec des modèles qui seraient uniquement corrélés. Je vais vous donner... Alors on a fait un exemple aussi complètement virtuel en représentant deux marchés, voilà, la tête qu'ils ont. On a représenté que deux technologies dans les deux marchés et une demande initiale pour le marché A qui est ici, dans la technologie la plus chère pour ce marché, mais qui est quand même assez proche du basculement vers la technologie moins chère. Et puis un marché B qui est marginal aussi de sa technologie la plus chère, mais qui est plus loin. Et on a voulu analyser en fait ce qui se passait en fonction de l'interconnexion qu'il y avait entre les deux. Parce que notre modèle, typiquement, il peut être aussi utilisé pour valoriser donc, la capacité d'interconnexion. Alors voilà ce qui se passe, par exemple, quand on considère des volatilités faibles pour les fuels et pour les demandes. Et bien, vous voyez que si votre interconnexion elle est grande, voire infinie, forcément, vous avez le prix qui est équivalent dans les deux pays. Votre interconnexion, en fait, elle fait que vous n'avez plus qu'une seule et même zone tout le temps. Mais si elle est petite, vous avez un distinguo entre les deux, parce que bien sûr, là, on a le marché A qui est naturellement plus cher que le marché B. Et puis, plus vous rajoutez de l'interconnexion, plus vous faites converger vers les deux prix de l'un vers l'autre. Alors, il y a des phénomènes intéressants qui se passent si on manque les volatilités. Je ne vais peut-être pas vous les expliquer maintenant, on arrive à expliquer pourquoi ça se croise, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça converge plus tard, et pourquoi aussi ça se phénomène de Boss en fonction des paramètres de vol, du combustible et de la demande. Alors voilà, on a pu aussi chiffrer, donc ça c'est pour les prix forward, on peut chiffrer aussi le ratio de couplage entre les deux. Donc quand il est à 1, ça veut dire que les deux marchés sont strictement équivalents tout le temps. Quand il est à 0, ils sont jamais égaux. Et puis vous voyez comment ça évolue pour exactement les mêmes paramètres en fonction de l'interconnexion
la capacité d'interconnexion, et puis les paramètres de vol. Alors, on a regardé aussi comment le droit de transmission, enfin l'interconnexion, se chiffrait avec notre modèle, c'est les traits pleins, et une approximation de Markgraf, c'est-à-dire qu'on a considéré que dans les deux pays, l'électricité suivait des modèles log normaux, qu'on a calés sur les mêmes diffusions. Donc, là-dessus, on n'a pas fait d'approximation. Et alors, à chaque fois, donc ça, ce sera avec des modèles un petit peu standard financiers, on obtient que la valeur de la transmission, de l'interconnexion, elle est plus importante avec l'approximation log normale qu'avec notre modèle. Et c'est clairement normal, parce qu'avec notre modèle, il y a plein de cas où nos prix sont strictement équivalents. Ce qui est impossible dès lors que vous avez des modèles log normaux. Enfin, ça n'arrive quasiment jamais, donc vous voyez une valeur plus importante. Alors que dans les faits, les prix sont souvent équivalents. Donc l'interconnexion perd de sa valeur. Et voici aussi une représentation de ce qui se passe. Alors là, c'est quand il n'y a pas d'interconnexion. Donc vous avez en rouge le modèle log normal, je vous disais, dans chacun des pays. Et en bleu, c'est notre modèle. Donc c'est le prix dans le marché A pour les prix en marché B, en log. Donc là, il n'y a pas d'interconnexion. Alors pourquoi il y a des deux bosses? C'est parce que c'est les différents régimes, on a deux technologies dans chacun. Enfin, en fait, c'est les deux technologies du marché A. Parce que le marché A était prêt de basculer, ça se voit moins pour le marché B parce que la volatilité n'est pas si importante. Et voilà ce qui se passe quand il y a une interconnexion. Donc avec un prix log normal, vous êtes corrélé, vous avez une patate inclinée. Mais avec notre modèle, vous avez cette bande qui vient diminuer la valeur de la transmission, vous avez des prix strictement équivalents dans une bonne partie du temps. Voilà. Alors voilà pour cet exemple-là. Donc ce modèle-là, l'avantage c'est qu'on disait on a des solutions quasi explicites pour les forwards, et en même temps, il est a priori, on trouve qu'il capte bien, il permet de représenter pas mal la structure réelle des marchés, tout en évitant un niveau de complexité trop important, c'est-à-dire il y a des modèles aussi qui proposent de représenter pour chaque pays exactement les centrales, et d'être encore plus précis. Là, on trouvait qu'on était un modèle, une sorte de bon compromis entre on représente des gros paquets de production, mais on ne va pas plus dans le détail. Et ce qui nous permet d'avoir donc des représentations semi-explicites des forwards. Alors voilà pour cette partie. Après, j'avais envie de vous parler plutôt de tarification. Alors, on a fait de la tarification avec des modèles principaux agents. Alors, c'est des travaux... Je sais pas, ça va là sur cette partie-là, il n'y a pas de questions. Là, après, on va passer à un champ complètement différent. Donc là, c'était une illustration pour vous parler du modèle de prix, de ce qu'on peut faire. Donc il y a encore plein de choses, je pense, à faire sur la représentation des prix. Mais les représentations conjointes, c'est pas quelque chose qui est si développé, et je pense qui est intéressante opérationnellement comme intellectuellement au niveau recherche. Alors après, une question de recherche qui est à mon sens aussi intéressante, c'est tout ce qui est autour de la tarification. À quel prix je dois vendre mon électricité? Ce qui est différent du prix de marché de l'électricité, parce que quand vous parlez à un client, vous n'allez pas forcément lui faire le prix de marché. Donc ça, c'est des travaux qu'on a réalisés avec Ivar Ekland, Romuald Dely, que vous allez voir dans les jours qui viennent, qui à mon avis va vous parler justement de théorie de contrat et des travaux qu'il fait dans ce sens. Donc là, ça vous fait une première introduction à ce qu'il va vous présenter. Donc ça a été fait aussi avec Nicolas Hernandez et Dylan Possamay. Donc voilà, pourquoi on a fait ces travaux-là? Je disais, aujourd'hui, il y a une vraie compétition sur le marché de l'électricité en termes de vente au détail aux particuliers, mais aussi aux industriels, enfin, en vente vers les consommateurs. Alors, j'ai pris ici un exemple. Si vous vous connectez à ce site de comparaison de fournisseurs d'électricité en Angleterre, que vous dites que vous habitez Bristol, voilà tous les fournisseurs auxquels vous pouvez prétendre, auxquels vous pouvez demander de l'électricité. Donc vous avez des classiques, hein. SSE, c'est un producteur d'électricité depuis longtemps. Vous avez, je sais pas, E.ON, des connus, des énergéticiens qui sont là depuis longtemps. Puis vous avez aussi des gens, vous dites, c'est quand même nouveau. Marks & Spencer, je sais plus, Sainsbury. Donc vous pouvez acheter de l'électricité à votre supermarché. Donc la compétition, c'est plus tout à fait une fiction. Et surtout, c'est plus qu'entre énergéticiens, c'est quelque chose qui va plus loin. Donc on a des nouveaux acteurs
Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une innovation tarifaire. Alors, les tarifs, c'est quelque chose... Enfin, quand je dis tarifs, c'est pas les tarifs réglementés d'achat d'électricité. À EDF, on a cette déformation. Tarif, c'est le tarif bleu que vous pouvez souscrire en des temps particuliers. En fait, quand là je parle de tarif, c'est le contrat que vous passez avec votre fournisseur d'électricité. Et on voit des nouvelles formes tarifaires, des nouvelles propositions, avec la limite qu'un client, il a quand même envie de comprendre ce qu'il achète, donc il ne faut pas que ce soit une formule trop compliquée, trop indexée, sinon il n'aime pas trop. Mais voilà, il y a des changements. Donc on peut lui proposer un prix fixe ou un prix variable. Vous pouvez aujourd'hui, en France, la plupart des gens, les clients résidentiels achètent un prix fixe, mais en Angleterre, en France, on peut acheter un prix variable, par exemple indexé sur le prix marché ou autre chose. Vous avez des durées d'engagement qui sont très différentes. En Angleterre, vous pouvez changer de fournisseur quasi tous les jours. Vous pouvez aussi, quand vous êtes client, choisir un peu avec quelle source d'énergie vous avez envie d'être sourcé. Vous pouvez dire, moi, je veux une offre 100% verte, par exemple. Donc, après, ça ne veut pas dire que vous avez consommé que de l'énergie verte. Mais ça veut dire qu'en énergie sur l'année, vous avez consommé de l'énergie verte. En puissance, c'est-à-dire instantanément, c'est pas forcément vrai. C'est impossible à garantir. Ou alors, il faudrait que vous puissiez le couper. Ouais. Il n'y a pas un circuit pour l'énergie verte, pour etc. Les électrons qui se baladent. Et après, ce qu'on vous garantit, c'est qu'en énergie sur l'année, il y avait suffisamment de production pour assurer votre consommation avec de l'énergie renouvelable. Ça existe en France. Oui, aussi. Ah. Et donc ça veut dire qu'on reporte la pollution sur les autres. Oui, non. Oui. Dans le fournisseur s'engage à acheter l'équivalent de consommer dans l'énergie. C'est-à-dire que le consommateur est prêt à payer pour ce surplus, alors qu'avant il était produit et il ne payait pas. Enfin, pas pour ce surplus, mais pour cette forme d'énergie. Donc il y a des offres aussi duales, gaz-électricité, ça marche pas mal. Vous allez voir votre fournisseur, pas que pour lui acheter l'électricité ou pas que pour le gaz, mais pour les deux. Et puis vous avez aussi des modalités différentes sur les standing charge. C'est quoi? C'est le frais fixe, votre abonnement en fait. Il y a des offres avec abonnement, sans abonnement. Donc voilà, la compétition, je pense que ça se développe différemment selon les pays, mais ça vient partout. Et c'est des fois plus présent sur les secteurs industriels que résidentiels, vers l'inverse, ça dépend, mais en tout cas, ça arrive. Alors, ce graphique-là aussi représente aux États-Unis, là c'est vrai au UK, mais aux États-Unis c'est vrai aussi, vous avez le pourcentage de gens qui sont à une offre non historique et qualifiée, donc une nouvelle offre, en fonction des États américains. Par exemple au Texas, que ce soit les résidentiels, le secteur commercial ou industriel, quasiment tout le temps et quasiment tout le monde est sur une nouvelle offre. Mais après, ça dépend des pays. Je pense que ça dépend des volontés de chaque État de pousser vers plus ou moins de déréglementation. Voilà, c'était l'exemple du tarif bleu électricité. Peut-être aujourd'hui, en France, quand vous achetez l'électricité au tarif bleu historique, vous choisissez un niveau de puissance. Donc ça vous garantit un maximum d'énergie instantanée. Ça va déterminer un abonnement annuel, donc une prime fixe. Et ensuite, vous allez payer un prix du kilowattheure. Donc qui est le même là, pour toutes ces zones-là, mais là qui est différencié. Si vous êtes en 3 kVA ou en 6 kVA, vous payez plus ou moins. Plus quand vous avez une petite puissance que quand vous avez une grande puissance. Et puis, il y a une autre forme aussi que vous pouvez choisir. C'est si vous voulez heure pleine, heure creuse. Donc dans ces cas-là, vous payez une prime fixe qui est un peu plus importante. Vous avez, en heure pleine, vous payez plus cher, mais par contre, en heure creuse, vous payez beaucoup moins cher. Donc, si vous consommez la nuit, votre ballon d'eau chaude, par exemple, l'électricité est moins chère. Donc, voilà une forme, par exemple, de menu tarifaire. Donc nous, notre objectif, c'était d'arriver à un modèle qui nous permette de dire, aujourd'hui, dans ce nouveau contexte, plein de fournisseurs, moi-même, je suis peut-être fournisseur, mais aussi producteur, quelle est la structure tarifaire que je dois faire à mes clients? Et tout ça en prenant en compte un petit peu mes compétiteurs, quoi. Prenant en compte aussi ce que moi je suis, c'est-à-dire est-ce que je suis producteur, quel type de centrale j'ai, est-ce que ça change ce que je dois proposer à mes clients. Et puis qui me permettent peut-être de partager mon risque. Et puis on avait en contrainte un peu cette idée que l'énergie c'est quelque chose de pas trop substituable, au moins pour les résidentiels.
et que, comme je vous le disais, vous n'avez peut-être pas envie de prendre une structure de tarif auquel vous n'avez rien compris, qui est indexée sur une formule et qui sera calculée a posteriori sur plein de paramètres exogènes. Il faut que ça reste simple et manipulable. Donc, bon, là c'était notre lettre au Père Noël, on n'a pas fait peut-être tout à fait ça, mais néanmoins on arrive à un problème mathématique plutôt intéressant et qu'on arrive à résoudre et qui déjà donne des éléments de réponse. Alors on s'est placé dans un cadre principal agent. Donc Romuald va vous parler du principal agent, j'en suis sûre, mais on peut commencer. Donc le principal, dans ce cas-là, on est dans une relation entre deux acteurs, le principal qui propose un contrat, ou plusieurs contrats, et un agent qui a lui la possibilité de deux choses. Soit il accepte, il prend le contrat, soit il refuse. Et par contre, il y a une asymétrie d'information entre le principal et l'agent. Alors, Romuald, il va vous parler d'aléa moral. Donc là où le principal n'observe que la sortie, l'outcome, mais pas directement l'action de l'agent. En électricité, par exemple, il va observer votre consommation, mais pas l'effort que vous allez avoir fait, par exemple, pour la réduire. Si vous a demandé de la réduire, vous n'allez jamais lui dire ce que vous avez fait vraiment comme effort, mais il va observer le résidu. Donc il y a une incertitude d'information, enfin une asymétrie d'information. Alors nous là, c'est pas ce qu'on considère. Nous là, on se place dans le cadre sélection adverse, où en fait l'agent, on a un continuum d'agents et ils ont des caractéristiques différentes. Et quand je vois un agent, moi en tant que principal, si je suis fournisseur d'électricité, je vois un client rentrer dans mon agence, il va jamais me dire quel type il est. Alors c'est typiquement ce qui se passe en assurance. Alors en fait, ce que vous savez pas si le conducteur qui rentre prendre un contrat d'assurance, c'est un conducteur prudent ou imprudent, si on simplifie le coup, et il va pas vous le dire. Vous allez avoir une idée sur la population, en général. Mais par contre, individuellement, vous ne pouvez pas savoir. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est qu'en fait, vous allez faire un menu de tarifs, de telle sorte que votre client, il choisisse le tarif qui le force à se révéler. Donc en assurance, c'est par exemple, est-ce que vous allez avoir des franchises ou pas? Donc un conducteur prudent va peut-être avoir tendance à prendre un contrat avec des franchises, de toute façon je n'aurai pas d'accident. Un conducteur imprudent, il va prendre 0 franchise. Je caricature, je pense beaucoup, mais bon, voilà l'idée. Dans les trains aussi, voilà l'exemple, je ne sais pas si la photo représente très bien, mais il y a une époque où il y avait une première, deuxième et une troisième classe. Donc les prix étaient forcément différents. Donc je pense ce qu'on voulait faire, c'est révéler la propension à payer des gens pour une augmentation de confort. Et c'était assez je pense qu'on poussait pas mal les gens, parce que dans la troisième classe, on voyageait sans toit quand même. Donc on avait le même service, on voyageait de la ville A vers la ville B, mais avec ou pas la pluie sur la tête. Donc je pense que dès qu'on pouvait se permettre, on payait un petit peu plus cher pour avoir la deuxième classe dans la première classe. Je comprends le problème pour l'assurance, évidemment, le type de l'agent, mais pour la vente d'électricité, pourquoi comme pour, je sais pas, acheter, comme quand je vais au supermarché, que j'achète, je sais pas quoi, des pâtes ou je sais pas quoi, enfin quoi là, ce qu'on va regarder, ce qu'on met comme caractéristique pour le client, c'est son appétit à consommer. Est-ce qu'il est prêt à... Est-ce qu'il a envie de payer pour consommer beaucoup? Est-ce qu'il a besoin de consommer beaucoup? Est-ce qu'il est prêt à payer pour ça? Au contraire, il peut faire des efforts et puis finalement... Je sais déjà, moi je sais combien je consomme, quoi. Oui, mais alors dans... Oui, mais après le truc... Ah oui, c'est que mais c'est en fonction du tarif. C'est que les gens, ils peuvent être négligents, ils peuvent laisser la lumière... Alors, on ne va pas être aussi précis dans la description comme ça, mais vous pouvez vous dire, là je commence à payer cher tous les ans, je vais investir dans un moyen de chauffage plus performant par exemple. Je vais changer de chauffage. C'est vrai aussi pour les industries, qui vont pouvoir commencer à vouloir substituer, à produire avec autre chose que de l'électricité par exemple. En fait, on veut inciter les agents à consommer le moins possible. Pas forcément. Quand je suis producteur, j'ai pas intérêt à ce qu'ils consomment le moins possible. Non, mais... J'ai intérêt à... En fait, vous allez voir, le truc, c'est qu'on n'a pas envie qu'ils consomment tous au même moment. Donc on voudrait bien qu'ils consomment, parce que pour nous, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Si plus personne ne consomme, il n'y a plus de marché. C'est ça l'information qu'on veut extraire. C'est ouais. Quand est-ce qu'ils... Mais en même temps, on a envie de leur faire un tarif qui les fasse consommer, mais qui les fasse consommer aussi à des moments propices, pas tous en même temps en fait. Parce que le problème en électricité, c'est cette fameuse capacité maximum. C'est que quand tout le monde à 19h, le jour où il fait très froid, allume son chauffage,
ça coûte très cher. Et ça, c'est pas reflété dans le prix au consommateur. Donc en fait, il va falloir le caper d'une certaine manière. Alors, donc voilà exactement ça. C'est que, je vous en ai déjà parlé, mais l'électricité, on produit avec différents modes de production. Et quand on atteint, par exemple, qu'il y a une demande très haute et qu'on atteint les centrales fuel, ça commence à coûter très cher. Et ça, le client n'étant pas sur un prix de marché, il ne répercute pas, quoi. Donc, on préférerait limiter ce genre d'occurrence. Donc voilà ce qu'on va supposer comme notation. Donc on va dire, notre principal, il fait un tarif P, qui est quelque chose qui dépend du temps et de la consommation. Pourquoi on ne fait pas au prix spot? Et pourquoi on ne dit pas aux gens, voilà, vous payez au prix spot? C'est une idée, mais est-ce que vous avez envie d'acheter au prix spot? Moi, j'ai pas. Enfin, ce qu'on dit souvent, c'est qu'un client particulier n'a pas vraiment envie de se dire, en fait, ma facture, je la connaîtrai à la fin de l'année, et puis, je ne vais pas savoir de combien elle va être, en fait. Hein. Et puis, alors, aujourd'hui aussi, il n'y a pas les compteurs qui permettent de faire ça. Il a un machin chez lui, maintenant, avec un compteurs système, etc. Il se peut, il y a un chiffre, et puis il voit le prix du kilowattheure, et puis il se dit, si en ce moment ça me coûte tant, c'est ça le prix spot, et ça me coûte tant, et puis... ça, c'est une façon de faire aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il faut trouver les moyens de redonner l'information au consommateur, qui puisse réellement s'ajuster, et puis il y a des consommateurs qui sont prêts quand même à payer une sorte de prime pour pas avoir une facture qui soit du simple euro, peut-être en fonction des années, quoi. En fonction de s'il a fait froid ou chaud pendant l'hiver, ou s'il y a eu de la production ENR. Donc voilà notre modèle, un tarif P, et on a un coût de production qui va dépendre de la consommation, alors vous allez voir, totale de tous mes agents. C'est ça qui est important. Donc on a pris quelque chose de type quadratique, parce que pour représenter le fait que plus il y a de consommation, forcément plus le prix est important. Donc mes agents sont de type, ils consomment C, et ils sont chacun de type X, il y a un continuum d'agents entre 0 et 1. Et là on a supposé qu'on avait une répartition uniforme des agents. On pourrait supposer autre chose, là c'était pour des simplifier, c'est plus simple dans les calculs forcément. Et ça on suppose que c'est connu, c'est pas complètement aberrant, parce qu'on dit un principal il connaît pas l'information sur un consommateur particulier, mais par contre il peut faire des enquêtes et quand même avoir une bonne idée de la répartition des agents en fonction de leur type sur l'ensemble de la population. Et donc et chaque agent va avoir une utilité, c'est-à-dire à consommer, il va tirer un certain bien-être de sa consommation. Donc il tire un bien-être qui est fonction de sa consommation, plus il consomme, plus il est content. Et c'est pondéré par un facteur phi qui est commun à tous les agents, c'est-à-dire que là on a dit le temps c'est quelque chose qui est propre à tout le monde. La nuit, on a tous moins besoin d'électricité, on est moins content d'avoir l'électricité que la journée. Et puis il y a cette satisfaction qui est individuelle, qui vient de mon propre type X. Alors on a considéré plusieurs fonctions, je les représente en menu comme ça. Donc voilà nos deux fonctions, x, g égale x, ou 1 moins x. Pour un gamma, la version risque qui sera entre 0 et 1, qui est négative. Alors quand gamma est entre 0 et 1, voilà les têtes des fonctions d'utilité. Donc pour un x qui est petit, l'agent a une utilité qui est moindre que pour un x qui est important. Et donc là, on se disait, ça représente pas mal un acteur industriel, parce que, quand j'ai pas d'électricité, finalement, je suis un consommateur, le monde s'arrête pas, je peux substituer. Bon, c'est pas si facile, mais c'est plus vrai que pour un résidentiel. Et puis, plus j'en ai, plus je suis content, parce qu'en fait, plus j'en ai, plus ça veut dire que je peux produire. Et donc, c'est encore une approximation, mais ça veut dire que si on considère que j'ai pas de limite, je peux écouler autant que je veux tout ce que je produis, et plus j'ai d'électricité, plus je produis, plus j'écoule, plus je suis content. Donc là, plus X est important, plus on a des agents efficaces, parce qu'avec une même quantité d'électricité, ils tirent un bien-être qui est supérieur. Ils peuvent produire plus et vendre plus. Alors pour nos clients résidentiels, on a pris les gamma négatifs. Donc ça veut dire que quand ils n'ont pas d'électricité, c'est moins l'infini, ils ne peuvent pas se passer d'électricité, ils en veulent quand même un peu. Par contre, il y a une forme de saturation. Il y a un moment, quand vous avez tout allumé dans votre maison, avoir un peu plus d'électricité, ça ne vous apporte plus grand-chose, donc vous saturez. Et là, les agents les plus efficaces, c'est encore les agents avec le X le plus important. Et ça va être les petits consommateurs,
C'est-à-dire que vous êtes plus efficace parce que vous avez des équipements de production qui sont... vous êtes très content avec peu d'électricité parce que vous avez un chauffage, par exemple, plus efficace. Vous êtes considéré comme plus efficace. On verra ça dans les graphiques après. Pardon, sur les fonctions d'utilité, Mm. on a l'habitude de raisonner en termes d'utilité marginale en disant que ce qui est important, c'est l'utilité marginale de la première unité consommée. L'utilité marginale Non, alors là, c'est vrai qu'on raisonne sur toute la consommation parce que c'est bien tout ce que vous tirez de votre consommation. C'est tout dubitatif, la première. Oui, vous allez jouer contre quelqu'un qui va jouer par rapport à son utilité marginale, pas par rapport à son utilité marginale. Voilà nos deux utilités globales. Attends, je les explique, on en reparle. Donc mon agent, lui, il a son bien-être qui tire de ma fonction petit u, mais il met ça face à son petit p, ce qu'il paye pour. Donc lui, quand on lui propose petit p, il va chercher le niveau de consommation qui en fait lui permet de maximiser le rapport entre le bien-être qu'il tire moins ce qu'il a payé. Et puis mon principal, qui est mon producteur, lui, il va dire, ok, sachant que mes agents ont fait ça, moi j'ai envie de leur proposer le tarif, ou le menu de tarif, qui va maximiser, sur toute la période, pour tous les agents qui vont signer avec moi, X étoiles, là c'est les agents qui vont signer avec moi, parce que lui là, il y a ça, il y a l'utilité de réservation, c'est-à-dire que vous allez chercher le niveau de consommation qui maximise ça, mais c'est pas qu'il n'y a pas d'esclavage, mais en tout cas, même si P est infini, si vous avez un méchant fournisseur qui vous facture l'infini, et que vous avez quand même besoin d'électricité, vous allez pouvoir refuser le contrat. On va considérer qu'il y a une utilité de réservation, ça c'est classique dans ces modèles-là, c'est dire c'est le niveau minimum qu'il faut vous fournir. Et alors nous, dans notre modèle, ce que ça représente, c'est soit une régulation qui fait qu'il y a un tarif de première nécessité, par exemple, ou c'est aussi les offres des concurrents. Si là, on vous fait un tarif trop important, vous pouvez trouver par ailleurs une offre qui vous garantit un certain niveau. Et donc, notre principal, il est obligé de tenir compte de ça, le fait que tous les clients ne viendront pas chez lui. Donc lui, ce qu'il veut faire, c'est maximiser ce qu'il touche. Il va toucher tous les recettes petit p, pondérées par la répartition des agents, moins ce qu'il a dû payer pour produire, pour acheter l'électricité s'il n'était pas producteur. Considérant que quand il produit, il achète la totalité. C'est pas marginal. Dans l'électricité, si tous les agents consomment au même moment, le prix spot va s'envoler. Donc là, ça me coûte très très cher. Par contre, si personne ne consomme, c'est bien, ça ne me coûte pas cher du tout. Donc là, on a la rationalité individuelle et on a cette condition d'incentive compatibility qui est satisfaite à chaque fois parce qu'on n'a pas d'aléa moral. Donc chaque agent va choisir le contrat qui a été créé pour son propre type. Ça on n'a pas cette contrainte à prendre en compte. Donc voilà notre problème. Donc nos deux niveaux qui sont liés. Est-ce que c'est plus clair sur les utilités du coup ? Bof. Je continue quand même. Où interviennent les concurrents, ça, je sais pas. Alors les concurrents n'interviennent pas du tout directement. La façon un peu déguisée de dire, ça peut être ce niveau H. S'il y a des concurrents, dans ce cas-là, UP, dans la première, le problème c'est qu'il y a un facteur qui décide si l'agent X prend ou pas. Alors X étoiles, c'est juste ceux qui satisfont ça. C'est tous les X tels que l'utilité qui tire chez moi est plus importante que le H. Et dans H, ça peut être les offres des concurrents. Mais je suis tout à fait d'accord, je ne peux pas prétendre le contraire, on n'a pas représenté explicitement les offres des concurrents et une dynamique entre principaux. Ouais. Alors voilà, ce qui était innovant dans le travail et important, c'est qu'on ne fait pas d'hypothèse sur P. Classiquement, on voit des gens qui vont dire je vais essayer de trouver le prix linéaire tel que je maximise ça. Non, là, on ne fait pas d'hypothèse sur la structure de P, on voulait vraiment s'abstraire de ça. Et c'est ça qui est assez originel pour l'électricité, c'est que le coût K, il est fonction de toute la consommation de tous les consommateurs qui signent chez moi, et pas simplement d'un seul consommateur, enfin de la consommation instantanée du consommateur. Puisqu'on a ces changements de technologie en fonction de la consommation globale. Alors voilà les principaux résultats auxquels on arrive. Je vais vous expliquer un peu plus. Donc on a une caractérisation explicite du tarif qui va être de la somme de 3 termes au maximum, donc un facteur fixe, cet abonnement,
une partie proportionnelle à la consommation, à la puissance, là, et une sorte de, on l'a appelé high demand charge, c'est-à-dire quelque chose qui va venir pénaliser ceux qui consomment beaucoup. Enfin, vous allez surpayer si ces gamma va venir augmenter cette part linéaire. C'est pas le même gamma que la fonction d'utilité. Si. C'est l'hypothèse de truc quadratique en fait qui fait qu'on la retrouve dans la solution, c'est ça? Vous avez besoin d'hypothèse quadratique là, non? Non. Non? Je pense pas. Tu vois. Mais on la retrouve forcément parce que elle est liée avec le U qui est là, donc ça arrive directement. Mais je pense pas que ce soit le côté quadratique. Poche. Et alors, il va y avoir aussi deux autres choses. Donc ça, c'est pour les clients qui signent avec moi, voilà ce que je leur propose, ce que je propose à tout le monde et puis signe qui veut. Mais pour, en fait, ce que je vous ai dit, ce qui est pénalisant pour un producteur, c'est cette contrainte de capacité. Si tout le monde voulait beaucoup d'électricité au même moment. Parce que ça coûte très cher et c'est pas très plaisant. Donc en fait, il y a deux façons. C'est que les offres qu'on fait, elles ne prennent pas tout le monde. C'est une offre qui va exclure certains consommateurs qui sont trop demandeurs. Tant pis pour eux, en fait, on leur offre rien, ils vont trouver ailleurs. Et puis, c'est aussi cette partie-là va venir moduler, va venir peser sur les gens qui consomment beaucoup. Donc, ça va les inciter à diminuer un peu et à ne pas aller atteindre des volumes trop importants. Donc après, sur les gens qui signent sur cette offre-là, on trouve un résultat assez classique, c'est qu'on capte les agents les plus efficaces. Après, il y a aussi la rente d'information, donc avec une rente qui augmente en fonction de son efficacité. On va dire l'agent le moins efficace qui signe ne gagne rien, mais pour que les autres se révèlent, on est obligé de leur fournir cette rente d'informationnel. Mais on a aussi un résultat un peu original, c'est que quand l'utilité de réservation H, qui est le minimum ici qu'on doit leur fournir pour qu'ils signent avec nous, si elle est concave, et bien alors à ce moment-là, on ne va pas capter seulement les plus efficaces, mais on peut capter les moins efficaces. Qu'est-ce que ça veut dire un peu avec les mains? C'est qu'en fait, H, tout le monde, même mes concurrents, s'intéressent aux clients les plus efficaces et leur font des offres plutôt sympas. Et personne ne veut des moins efficaces d'une certaine manière. Donc ça peut devenir trop lourd d'aller vers le secteur le plus compétitif, ou le secteur où tout le monde s'intéresse. Et donc il peut être plus rentable à ce moment-là de se tourner vers les agents les moins efficaces pour leur faire une offre parce que, ok, ils sont moins efficaces, ils vont moins payer, mais finalement, ça devient quand même plus rentable parce que pour aller attaquer le secteur des plus efficaces, c'est trop compétitif et ça ne rapporte plus assez pour arriver à les faire signer avec soi. Alors, voilà un résumé des résultats. Après, on va revoir des graphiques. Je pense que ça va refaire une passe sur ce que je viens de dire, peut-être plus clair. Pour vous montrer un peu comment on a fait les calculs, c'est pas simple. Moi, je suis pas l'amateuse de l'équipe du tout, mais il y avait des bons. On a passé quelques heures à comprendre et arriver à démêler tout ça. Et alors, voilà l'idée de la preuve. Donc déjà, on a considéré... alors, que je le fasse dans le bon sens. Alors, ce qui est facile, c'est de dire... non, oui. Alors, au début, c'est facile de dire pour un tarif P, je sais quelle est la consommation optimale de l'agent. Si je lui propose P, c'est assez facile, naturel de trouver la consommation optimale qu'il fait, comme une fonction de la dérivée du tarif P. P étoile, alors c'est l'utilité totale qui est ça. C'est le U moins P. Donc, je peux exprimer le problème du principal, là, comme qui était fonction de P, de C étoile, uniquement comme une fonction d'un P étoile. Donc déjà, c'est plus joli. Donc maintenant, je cherche à trouver ce P étoile, qui sera une sorte de tarif. Je sais c'est facile à partir de ce P étoile de trouver le tarif P. C'est facile. Et ce qu'on fait comme approximation pour résoudre le problème, c'est au lieu de chercher dans l'espace des contrats admissibles, on va chercher uniquement des types qui soient continus et non décroissants. Et à la fin, on va montrer qu'en ayant résolu ce problème-là, en fait, qui était un problème où on conduisait à un maximum supérieur, on se retrouve dans le problème initial. Notre tarif qu'on trouve satisfaisait les bonnes conditions.
on a résolu notre problème. Et donc pour résoudre ce problème alternatif, il faut d'abord trouver la structure de X étoiles, c'est-à-dire les agents qui vont signer avec moi, et montrer que c'est la somme de 2 intervalles au maximum, soit les agents les plus efficaces, c'est-à-dire de type A0 à 1, ou alors l'union des moins efficaces et des plus efficaces. Donc il faut démontrer ça. On réinjecte ça ensuite dans notre problème et on peut, à partir de là, avoir l'expression de ce problème-là. On trouve la dérivée de P étoile en fonction du x0 qui sera A0 ou A0 B0. Réinjecter cette expression qui dépend de A0 et 0 dans le problème initial et trouver ce fameux x0 qui est le B0 A0. Ensuite, ce que je vous disais, on prouve que le P étoile qu'on a trouvé, en fait, il satisfait les bonnes conditions, c'est-à-dire dans notre problème c'est d'être U convexe, et que P donc, est bien solution de notre problème originel. Alors, le papier est disponible sur Archive si vous voulez vous plonger dans les calculs. Mais donc voilà pour revenir sur la formule de tarif qu'on obtient. Donc si H est constant, l'utilité de réservation est constante, on sélectionne les agents les plus efficaces et on leur propose un tarif linéaire dès lors que c'est des clients, je vous ai dit, de type résidentiel, et un tarif qui est de cette forme-là quand gamma est entre 0 et 1. Donc linéaire avec un abonnement, plus cette partie en C gamma. Quand H est concave, les choses deviennent un peu différentes. On sélectionne plus simplement que les plus efficaces, mais aussi des agents les moins efficaces. Et on leur propose pour les petits consommateurs, ceux qui vont... C'est-à-dire que s'ils s'engagent à pas plus consommer que ce C1 chapeau barre, qui est un paramètre, je vais leur proposer quelque chose de linéaire, alors que s'ils sont des gros consommateurs, vous allez venir rajouter cette composante en C gamma. Et puis en fait ici, c'est un tarif un peu dissuasif, c'est les gens qui ne vont pas venir. Donc vous proposez quand même quelque chose. Ça freine la consommation là, et qu'au-dessus on a plutôt tendance à pousser à la consommation là, avec ça. Avec le C gamma ? Ouais. Parce que gamma est compris entre 0 et 1 ? Ouais. Mais il se... Attendez que je dise pas de bêtises. Parce que là, on capte les petits consommateurs naturellement. Ça les freine pas. Ça freine pas les gros consommateurs, mais ça rajoute quand même quelque chose qui est croissant. Mais ça module pas. Par contre, on les a modulés en ne faisant venir que les plus efficaces. C'est vrai qu'on prend les gros consommateurs dans ce cas-là, mais on les prend pas tous. En fait, on résout le problème de la puissance plutôt en ne se sélectionnant pas tous. Donc on fait un tarif qui est finalement quand même dissuasif pour certains qui seraient des moyens consommateurs. Donc je ne garde que les très gros, mais bon, toute cette partie-là les pousse quand même à réduire un tout petit peu par rapport à leur utilité. Je suis claire, pas complètement. Si, il est tard. Ouais. J'ai l'impression qu'on a encore du temps ou les sorties. Ouais. Alors. Je suis moins performant. Moi aussi, certainement. Alors, voilà. Donc on a une structure temporelle et des limites en puissance, là, dans ce cas-là, qui vont limiter, qui peuvent reproduire par exemple la structure peak-of-peak d'un contrat, tel qu'on a parlé, et limiter la capacité pendant les périodes de pic, ou la consommation pendant les périodes de pic. Parce que les coefficients vont être différents si on est à un instant de pic ou un instant hors pic. Vous êtes d'accord ? J'espère que je vous brouille pas trop. Ici, ça c'est l'abonnement. Ça c'est la part proportionnelle à l'énergie. Et ça vient pour faire payer les gros consommateurs un peu plus. Ça ne les limite pas forcément, effectivement, si gamma est entre 0 et 1, mais ça les fait payer plus. Et ça dépend pas du tout de la caractéristique, ça dépend que des caractéristiques des agents et pas du tout des caractéristiques des principaux. Parce que la caractéristique de mon principal, elle est liée à sa structure de production K, le coût de production. Quelle qu'elle soit, là, ce serait appliqué de la même façon par des différents producteurs ou différents fournisseurs d'électricité qui auraient des caractéristiques différentes. Et donc tous ces paramètres structurels, ils sont dans P1, P2, P3 quelque part. Oui, exactement. Alors après, je vais vous montrer un magnifique graphique, vous allez voir donc des illustrations. Donc voilà ce qui se passe quand H est constant. Donc quand gamma est négatif, vous avez les clients un peu résidentiels, vous leur proposez un tarif linéaire.
Et voilà les agents, là ici vous avez l'utilité, leur utilité de réservation en noir, et l'utilité qu'ils auraient en bleu à prendre votre contrat. Forcément, vous n'avez que les plus efficaces qui sont là, quand l'utilité est supérieure à l'utilité de réservation. Et si vous regardez la consommation qu'ils ont, vous n'avez que les agents, c'est les plus efficaces, mais c'est ceux aussi qui consomment le moins. Finalement, vous n'avez pas votre problème de puissance. Vous avez sélectionné des agents qui consomment pas trop, mais qui sont très efficaces, ils tirent beaucoup d'utilité, peu de consommation, donc en fait, ils sont prêts à payer pas mal pour ça. Donc tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Si gamma est entre 0 et 1, c'est plus nos clients type industriel, donc vous leur faites un... Cette fois-ci, vous avez les 3 composantes, c'est gamma, C et puis la part fixe. Donc de même, voici l'utilité qu'ils tireraient s'ils choisissent votre tarif que vous leur faites là, et vous n'avez que les agents qui ont l'utilité de réservation au-dessus, l'utilité supérieure à l'utilité de réservation. Et cette fois-ci, dans ce cadre-là, les agents les plus efficaces, c'est ceux qui consomment le plus. Donc vous tirez les gros consommateurs, mais même quand les agents les plus efficaces, ils ont consommation maximale. Et en fait, vous résolvez votre problème de puissance en ne les prenant pas tous et en limitant ici ceux qui viennent avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe si H augmente? Donc, on proxy de la compétition. Imaginons que H augmente, ça veut dire que il y a plus de compétiteurs à s'intéresser aux clients. Il faut que je leur fournisse, j'ai un tarif plus avantageux pour qu'ils viennent avec moi. Donc, comment je vais réagir? Qu'est-ce qui se passe? Les principales choses qui arrivent, c'est que je vais avoir moins de gens qui vont venir avec moi. Donc là, c'est H qui augmente. Vous avez, en fonction de X, alors on ne voit pas grand-chose, parce que là, c'est des courbes en jaune que vous ne voyez pas. Mais vous voyez, H augmente, les consommations optimales des gens augmentent. Et là, ici, j'ai plus les mêmes agents qui viennent. Là, vous aviez tous les agents. Là, vous n'avez plus que ces agents-là. Puis au fur et à mesure, vous n'avez plus qu'un petit bout des agents. Par contre, ceux qui viennent avec vous, ils consomment plus. Parce qu'on leur a fait un tarif plus sympa. Donc vous en avez moins, mais ils consomment plus. Et leur utilité, forcément, augmente, parce que vous leur avez fait un tarif meilleur, et ils peuvent consommer plus. Donc ils ont un meilleur compromis. Et comment ça se traduit sur la structure tarifaire? Donc là, vous vous rappelez, c'est un tarif purement linéaire, avec une part fixe et une part proportionnelle à C. Donc la part proportionnelle à C, elle va diminuer, mais tranquillement. Ce qui est très net, c'est la diminution certaine de l'abonnement. Vous allez principalement, je dirais, réagir sur l'abonnement. Plus vous avez de concurrence, plus vous êtes obligé de réduire la part d'abonnement dans votre facture, dans la facture que vous proposez, dans le tarif, pour que des agents viennent avec vous. Et comme ils payent moins cher l'abonnement, ils peuvent consommer un peu plus. Et puis forcément, l'utilité du principal diminue, puisque il est obligé de faire des tarifs moins chers et d'avoir moins de clients. Alors, on a regardé. À partir du moment où l'utilité du principal est positive, oui. Le jeu ne s'il y avait s'arrête. plusieurs personnes, c'est mort. C'est pas stable. Oui. Ça n'existe pas. Oui. Je pense que je suis pas sûre qu'on puisse rentrer les choses dans ce même cadre de modèle. Par contre, je m'étais posé la question, on peut arriver à des cas où l'utilité devient négative. Mais en fait, en même temps, c'est ce que me disait Yves Arcland, il me dit mais il y a bien des entreprises qui font pas de bénéfices, voire qui font des pertes, et elles continuent quand même à survivre. Donc ça peut être valable un certain temps. Ouais, ça fait. Mais bon, Voilà une remarque. Alors qu'est-ce qui se passerait aussi si K augmente, c'est-à-dire mes frais de production? Imaginons que ces différentes structures de production, donc un producteur ENR, il a peu de coûts de production, il a des frais fixes, mais ici qui ne sont pas comptés. Et là, on aurait plutôt quelqu'un qui a une production plus chère à payer. Donc là, on voit la structure tarifaire qui évolue en fonction de K. Donc en fonction de K, personne ne touche à son abonnement. On ferait le même abonnement. Par contre, si vous avez très peu de frais à produire votre énergie, vous n'arrivez à une facture qui est quasiment que composée d'abonnement. Le coût de l'énergie, c'est quasiment plus rien. Là, c'est la composante proportionnelle à C. Donc on arrive à des offres type télécom, vous achetez un forfait d'énergie, vous ne payez pas la consommation, vous payez une certaine somme par mois, puis vous consommerez là-dedans un peu ce que vous voulez, peut-être un peu encadré, mais à la puissance. Mais voilà. Alors que plus il y a des frais de production, plus vous augmentez la part proportionnelle à la consommation. Bon, là, voilà aussi les mêmes résultats sur. Donc
quand K augmente, les frais de production augmentent, bah, le principal, il réduit cette l'augmente, la part proportionnelle. Il capte aussi moins de clients parce qu'il fait un tarif qui est plus cher. Et puis, bah, ces clients qui restent avec lui, ils consomment aussi moins parce que le tarif est plus important. Alors, peut-être là, ce résultat-là, quand H est concave, je vous ai dit, ce qui était très original, c'est de capter cette fois-ci pas les agents les plus efficaces, mais les moins efficaces. Juste, ça veut dire quoi, H concave? Bah là, par exemple, on a pris cette fonction-là. Oui, non, mais donc, d'accord, concave, je sais ce que ça veut dire, mais ouais. c'est concave par rapport à quoi? C'est quoi la variable? C'est par rapport à X, le type de l'agent. Le type de l'agent. Ouais, donc ça veut dire qu'ici, les agents les plus efficaces sont plus courtisés que les agents ici les moins efficaces, où finalement il faut leur offrir très peu pour qu'ils soient contents parce qu'il n'y a pas grand monde à s'intéresser à eux, je dirais. Ils n'ont pas beaucoup d'alternatives. Eux, finalement, il y a eu des offres assez intéressantes qui leur offrent un niveau d'utilité minimum important. Mais X, ça ne dépend pas du marché, ça c'est une variable. C'est la caractéristique de l'agent. Oui. Donc c'est comme si... pour chaque personne, j'ai un H de X. Oui. Donc en quoi c'est comme... Pour chaque type d'agent, j'ai un H bar. Donc en quoi ça joue sur la solution? Ça va jouer sur les agents qui viennent avec vous. Parce qu'ils doivent tous satisfaire cette... il faut que leur utilité... Ah, mais il n'y a pas le même niveau de H. Ouais. TVF aussi qui est la répartition. Mais ça c'est bizarre, parce que ça veut dire que c'est pas vraiment la concavité qui joue, c'est que là, comme la fonction est concave, le niveau de X c'est pas contrôlé par le niveau. On n'a pas été capable de le... C'est bizarre. La concavité est importante dans la preuve quand même. Oui. C'est avec les autres types de fonctions où on n'arrive pas. Ouais, ça ne surprend pas. On confond la non, parce qu'on mettrait une utilité constante très basse, on reprendrait les consommateurs les plus efficaces. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si le plus petit des X ou le plus gros des X avait le droit à la même alternative sur le marché en dehors de l'entreprise qui est en train d'envoyer le contrat, c'est le H constant. Ce serait un H constant, parce que en fait mes X là, ils seraient compensés par des prix de marché qui s'adapteraient à mes caractéristiques. Ouais. Le marché serait tellement concurrentiel qu'il y aurait un contrat parfait pour chaque personne qui ajuste la valeur du prix. Ça, c'est ce qu'on a considéré quand H était constant. Voilà. Donc ce cas-là, il représente quoi? Mais il représente, pour nous l'interpréter comme ça, un cas où on a plusieurs fournisseurs en compétition et que chacun fait des offres qui ne va pas, et personne ne cherche à capter tout le monde, et que tout le monde, en fait c'est aussi, après j'en reviens dessus, et que tout le monde s'était plutôt intéressé aux agents les plus efficaces. Dans l'ouverture des marchés sur le secteur tertiaire ou industriel en France, on a bien vu, les consommateurs que DF a perdu en priorité, c'est les plus efficaces, les plus sympas. C'est pas les gens thermosensibles, les petits consommateurs. Il y a bien des clients qui sont plus targetés, c'est pas très joli, par les fournisseurs alternatifs. Donc là, c'est ça que ça représente. Dans l'idée, c'est ça que ça veut représenter. C'est que les compétiteurs se sont plus intéressés à un segment de clients qu'à d'autres. Et dans ces cas-là, on va se tourner vers les délaissés. Et donc, on capte ces agents qui étaient les moins efficaces. Tu n'aurais pas ça serait enlever la contrainte, en fait. Tu dirais que dans la fonction d'utilité, tu as un niveau de consommation de subsistance qui dépend du type de l'agent. Tu dis, en fait, c'est C moins A de X, ou X, en fait. C'est le constant. Donc, tu auras une sorte de consommation de subsistance et de facto, tu n'auras pas besoin de la contrainte, je comprends. Je suis pas sûr. Parce que la contrainte de l'utilité de réservation, tu veux dire? Ouais. Parce que si tu la mets pas, tu vas pouvoir, je pense, se proposer un tarif infini, en fait. Non, c'est de la faute. Il la faut, parce que sinon, t'es tenté de proposer n'importe quoi, et le pauvre, il n'a pas le choix, quoi. C'est un dictateur face Ouais, c'est la dictature. Bon, voilà pour terminer. Alors, vous en êtes comment, là? Bien. Hein? On va aller... Parce qu'à chaque fois, je vais survoler un peu rapidement, mais c'était pour vous donner un peu un goût. Alors là, je vais vous présenter un dernier type de travaux. On va peut-être pas aller trop dans le détail. Mais donc là, avec Anis, qui est là, et avec Imen, qui travaille à Dauphine, ça c'est des travaux vraiment en cours. On regarde une approche de H en moyen
pour représenter comment le système électrique pourrait être, serait, dans le cas où on aurait beaucoup de batteries développées chez les particuliers. Donc un jeu à champ moyen, parce que là, on imagine une foule d'agents qui seraient équipés. Et on cherche à savoir comment ils s'équiperaient et surtout comment ils piloteraient leur stockage et quelle incidence aurait sur les prix de marché, sur les gens non équipés. Alors, je vais vous présenter surtout l'idée du modèle et puis quelques résultats numériques. Alors, les motivations, voilà, les batteries, j'ai dit tout à l'heure, vous allez me dire mais n'importe quoi, j'ai dit on en fait beaucoup, mais quand même on voit que c'est quelque chose qui n'est plus tout à fait de la fiction, en tout cas ça travaille beaucoup et voilà, on voit souvent Tesla, etc. Il y a des offres, même d'offres aussi de la SolarWatt. C'est des offres, je crois, qui sont faites pour dire on vous équipe d'un panneau photovoltaïque et d'une batterie, et puis vous êtes du coup plutôt autoconsommateur. Ça veut dire que vous essayez de stocker votre énergie solaire même quand vous n'êtes pas là, et puis l'utiliser après. Alors, oui. Alors, qu'est-ce que je vais dire ? Donc l'idée aussi, c'était de dire, on voulait chercher à comprendre comment ce développement de stockage pouvait être impacté par les tarifs aussi qui sont faits. Si vous payez très peu cher votre énergie centralisée, installer une batterie, si vous êtes rationnel, sauf vous avez peut-être des envies de dire j'ai une technologie nouvelle, je veux être autoconsommateur, enfin là c'est d'autres critères, mais si vous êtes économiquement rationnel, si vous payez votre énergie pas cher, vous n'allez pas être tenté. Au contraire, certaines structures de tarifs peuvent vous pousser à le faire. Notamment, il y a dans le secteur électrique une grande disparité, c'est que la majeure partie des coûts, si vous pensez aux énergies renouvelables, les frais de réseau, ce sont des charges fixes. Ce n'est pas des charges variables. Et aujourd'hui, dans les tarifs tels qu'ils sont faits, on les représente plutôt comme les clients payent plutôt une charge variable en fonction de leur consommation. Mais donc, il y a un vrai écart entre les deux. Et il faut savoir que dans la facture des consommateurs en France, les charges de réseau, c'est loin d'être négligeable, c'est un tiers de votre facture. Un tiers, c'est pour l'énergie, un tiers, c'est pour des taxes, dont les subventions aux énergies renouvelables. Donc, mais qui sont payées de manière variable plutôt sur votre énergie consommée. Donc si on changeait la structure de tarifs plus pour révéler des frais fixes, ça aurait peut-être un impact aussi à faire un coût d'abonnement trop important et à pousser des gens à être plus autoconsommateurs, etc. Donc on voulait voir un petit peu tout ça. Alors, donc voilà peut-être. Donc d'abord je vais vous montrer le modèle. On veut représenter des régions différentes aussi en disant on peut avoir plusieurs régions géographiques notamment ou différents types d'agents avec des caractéristiques différentes. Donc ça on l'a prévu dans le modèle. On fait des jeux à champ moyen étendus, des extended min-field games, et on arrive en considérant que nos coûts sont linéaires quadratiques à caractériser les résultats et donc à avoir des solutions. Ce qui est pas mal, parce que des fois, c'est pas toujours aussi joli. Alors, voilà l'exemple. Vraiment, ce qu'on souhaite traiter, c'est un système où on a plusieurs régions. Là, on en a mis 2, mais ça pourrait être N. Et chaque région, en fait, c'est la collection de nœuds ou de consommateurs individuels ou de petits agrégats de consommateurs. Et un nœud, en fait, c'est quoi ? C'est un stockage S, à un certain niveau, et une certaine consommation-production. Q peut être positif ou négatif. Donc si Q est négatif, on a dit que c'était une consommation, il tire de l'énergie du réseau, puis si c'est positif, il injecte. Et pourquoi on veut représenter ça ? C'est parce que par exemple, vous pouvez être équipé de panneaux photovoltaïques. Donc voilà, et chaque nœud va prendre une décision alpha à chaque instant, c'est-à-dire combien il va stocker dans son stockage. Et donc ce qu'il injecte et ce qu'il soutire au réseau, c'est pas simplement son Q, sa production nette, ou sa consommation nette, c'est net de ce qu'il a mis ou soutiré de son stockage. Donc il peut venir prendre dans son stockage pour lui, mais il peut aussi venir prendre dans son stockage pour aller alimenter le réseau parce que les prix en fait sont intéressants. Donc voilà, notre batterie c'est un stock initial plus l'évolution du contrôle, ce qui met dedans au cours du temps. Et puis on a pris une dynamique assez générale sur la production-consommation nette, qui est fonction avec un drift et puis une volatilité et un bruit commun. Donc un bruit propre à chaque nœud, c'est votre propre aléa de consommation, de production locale, parce que le nuage il passe pas pareil partout. Et puis ça c'est un bruit commun sur tout le monde, ça va être
un bruit commun qui est peut-être la météo du pays, il a fait froid, on peut mettre là-dedans ce qu'on veut. Alors on fait l'hypothèse que notre prix électricité, qui nous semble pas trop délirant, c'est que le prix spot à un instant donné, il dépend bien sûr de l'état de la consommation nette, parce que là, ce propre réseau, c'est que des petits consommateurs, il y a une sorte de reste du monde qui vient, les centrales thermiques, on va dire, qui vient faire le complément d'énergie. Donc plus j'ai de production locale, plus le prix diminue. Donc on va avoir une fonction P qui est... en fait, on a une fonction de prix qui est une fonction inverse de la demande, et la demande nette de ce qui se passe dans les stockages. Et donc ça, on fait la somme sur tous nos agents, et on va être tenté de faire on veut faire tendre n vers l'infini. Pourquoi ? Parce que ça va être plus simple que de considérer une très grande nombre d'agents, auquel cas on n'arriverait pas à résoudre notre problème. Donc on a ce facteur état de scaling, enfin d'ajustement, qui vient dire que quand n tend, parce que le nombre d'acteurs à tendre vers l'infini, leur consommation ne tend pas vers l'infini. Enfin, en France, on a plein de foyers, et la consommation est quand même physiquement limitée, ce qui est normal. Donc ce paramètre état, en fait, il vient tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc il va permettre de scaler cette moyenne. Donc en fait, notre prix spot va être fonction de la moyenne des consommations production nette et des stockages moyens, pas des actions de stockage. Et alors, chaque agent, chaque nœud, va vouloir minimiser le coût qu'il a à consommer, produire, c'est-à-dire il va considérer qu'il a des coûts à stocker, qui sont propres à son stockage et à son action sur alpha. Il a aussi, il faut qu'il paye son électricité sous la forme de frais fixes. Enfin, là, il va payer la puissance, je vais vous expliquer après. Donc, on va considérer qu'il y a une forme de tarif où on lui facture la puissance et on lui facture aussi l'énergie. Et puis, on ajoute des frais terminaux parce qu'on va optimiser sur une fenêtre de 0 à grand T. Alors, dans notre modèle, typiquement, grand T, ça va être 1-2 jours. On considère qu'on a des stockages qui ne sont pas valables. Ce n'est pas des stockages qui nous emmènent pour une saison, hein, c'est des petites batteries. Normalement, je pense que l'horizon naturel, c'est la journée ou 2 jours. Et donc, on associe un coût terminal au stockage, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie que notre stockage soit complètement vide à la fin de chaque journée. Donc, on associe un coût à la valeur terminale de notre stockage. Donc, quelles approximations on prend pour avoir des choses tractables, mais explicitement. On va considérer que le prix spot P, il est linéaire, et qu'en fait, la facturation de l'énergie est faite au prix spot, c'est ce truc-là. Donc, quand je suis consommateur de Q-alpha, je paye P. Si je produis Q-alpha, selon bon sens, je vais être rémunéré aussi au prix spot. Je paye ça pour mon stockage. Alors le A sur 2 S carré, ça vient représenter que plus vous avez un stockage qui est grand, c'est des proxys, une batterie de grande capacité coûte plus cher qu'une batterie de petite capacité. Et puis, ces deux termes-là, c'est ça. Ici, le C sur 2 alpha carré, c'est pour représenter une sorte de proxy de l'usure de la batterie. Vous n'aimez pas trop non plus faire trop d'aller-retour sur votre batterie parce que ça l'use. Et ce terme-là, c'est cette facturation à la puissance. C'est-à-dire que quand vous avez, même si vous consommez peu sur la période, mais que des fois vous avez un Q-alpha qui est important, ça va venir vous pondérer parce que ça veut dire que vous avez pris un abonnement de puissance qui est important. Et donc là, ça c'est le coût terminal. Donc ça c'est ce que chaque individu cherche à minimiser. Et puis on va considérer aussi le problème d'un centralisateur bénévolent là, qui va vouloir minimiser la somme des coûts pour tout le monde sur toutes les régions. Alors, je regarde l'heure qui passe et je vais peut-être aller un petit peu vite. Donc on va considérer un équilibre de Nash pour le problème avec les agents individuels. Et on considère un optimum de Pareto pour le problème du central planner, forcément. Alors, j'ai envie de passer un peu rapidos. Donc, sur le min-field, on va faire une approximation min-field, c'est-à-dire qu'on fait tendre le nombre d'agents n par région à l'infini. Et ce qu'on a, c'est qu'on peut montrer que pour ce jeu min-field, on a existence et caractérisation de l'équilibre de Nash, et que c'est équivalent à ce système forward-backward d'équations. Donc sur le stock et sur une variable y,
Voilà, donc si on a existence et unicité de ce système, alors on a un équilibre de Nash, et la solution de ce système est aussi solution de notre système au départ. Alors, et puis, ce qui est joli, c'est qu'on peut faire le lien avec le problème du central planner, donc celui qui veut maximiser, cette fois-ci minimiser les coûts pour l'ensemble des acteurs. Donc lui, il y a des solutions explicites dès lors qu'on est en linéaire quadratique avec un terminal qui est aussi linéaire quadratique. Et donc on a des solutions explicites, alors on ne va pas les regarder en détail, mais on sait caractériser comment son stockage évolue en fonction d'une certaine manière de l'actualisation des prix futurs. Il va faire bouger son stockage en fonction de ce qu'il envisage. PU, c'est à peu près les prix futurs, je vous résume beaucoup les choses, actualisés. Et il va choisir un alpha qui dépend de son niveau de stock et puis du prix aussi qu'il constate aujourd'hui son prix spot. Alors, donc, le central planner, on sait très bien comment il doit piloter les stockages de chacun de nos petits agents. Et on peut lier le problème du central planner, il est exactement équivalent au problème du MFG à condition de changer la règle de pricing du prix spot, un petit peu. Donc on a exactement la traduction entre les deux. Donc on sait en fait que décentraliser la décision à l'échelle de l'individu, c'est équivalent de l'avoir centralisée avec une règle de pricing qui est un petit peu différente. Donc si on a aussi un social planner qui veut faire un optimum, il suffit qu'il impose la bonne règle de tarification et que à chaque individu, et si chacun s'optimise économiquement, tout va très bien marcher et les gens ont produit l'équilibre qu'il avait désigné à la base. Alors voilà des petits exemples numériques peut-être pour finir, ça va être plus facile. Donc imaginez là, c'est des exemples de simulation de consommation d'agents. Les prix spot qui en découleraient, là j'ai pas du tout de stockage dans l'histoire, en gras là c'est le prix moyen. Alors, j'ai pris des trucs, une sinusoïde, le côté saisonnier, et puis avec une variabilité autour, c'est pas des vraies consommations du tout, mais voilà. Et alors voilà ce qui se passe sur une trajectoire de prix spot. Donc admettons qu'on vive cette trajectoire de prix spot. Voici les consommations des prosumers, on les appelle les prosumers parce qu'ils sont à la fois consommateurs et producteurs. Et voilà comment ils vont gérer leur stockage. Là on considère qu'ils ont très peu d'impact sur le prix spot. C'est une première illustration. Donc qu'ils agissent ou qu'ils n'agissent pas, ils vont très peu jouer sur le stockage. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est quand le prix est bas, c'est assez naturel, heureusement qu'on observe ça, ils stockent. Quand le prix est haut, ils déstockent. Et ça ne change pas le prix spot. Et voilà, s'ils ont une facture qui est composée à peu près à 83% de charges volumétriques, c'est-à-dire proportionnelles à leur énergie, 17% de frais fixes, et puis s'ils ont mis une batterie, ils arrivent à réduire à marquer plus de 30% des deux aspects. Donc ils sont bien contents, et puis ça compense les coûts d'achat de leur batterie. Alors si jamais, cette fois-ci, ils sont beaucoup, ils ont un impact sur le prix spot. Là c'était un cas où j'en avais beaucoup, mais finalement ils restaient marginal à l'échelle du système. Ils n'impactaient pas le prix spot. Maintenant, ça s'est vraiment largement développé. Donc ils impactent les prix spot, c'est-à-dire que quand tout le monde vient décharger, les prix vont, quand tout le monde vient charger sa batterie, parce que les prix sont bas, ça c'est le prix initial, et le prix spot va monter parce que tout le monde vient prendre la même décision. Donc ils vont avoir un effet de lissage. Quand les prix sont hauts, c'est pareil, ils déchargent, et ça vient diminuer le prix. Et donc voilà, là c'était leur consommation avant action, et ils vont avoir tendance, en fait, dans ce cas-là, à vraiment lisser leur consommation quand ils vont activer leur stockage. Et cette fois-ci, ils réduisent un petit peu moins, forcément, leur facture par rapport au cas précédent, parce qu'ils ont un impact. C'est-à-dire que vous n'êtes plus tout seul, donc quand vous venez charger là, vous allez avoir un prix qui était moins avantageux que si vous aviez été tout seul à le faire, puisque vous avez fait monter le prix collectivement. Et là, on a considéré donc une population de stockeurs et une population qui n'a pas le choix, qui n'a pas de stockage, qui eux continuent comme avant, ils ont à peu près les mêmes caractéristiques, mais voilà. Et eux, ils bénéficient quand même de ce fait d'arrivée de stockage dans le système. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les prix ont été lissés. Donc ces pics de prix-là leur sont évités, et donc ça réduit aussi pour eux leur facture, de manière moins importante, mais quand même. Donc voilà un exemple de ce qu'on a pu trouver. On continue les résultats. Et puis on aimerait bien, il va falloir que numériquement on passe à plusieurs zones, ce qui serait intéressant. Et voyez un petit peu le type de résultats qu'on peut obtenir et d'analyse qu'on a envie de conduire. J'ai juste
une petite question. J'ai pas compris le tarif du planificateur en fait. Comment on revient le tarif lui-même ou le tarif lui-même, donc il dit chacun a des coûts. Et moi, ce que je vais chercher à faire, c'est à minimiser l'ensemble. Ça, c'était clair. Oui, d'accord. Après, tu as dit, il est possible de retrouver l'allocation. Ah oui. En fait, on va montrer que les deux systèmes, parce que donc mon min-field, il est équivalent à l'existence de ce système forward-backward. Et mon central planner, ce jeu-là, il est aussi équivalent à quasiment le même système, mais avec un paramètre au niveau de la fonction prix qui est différent. Donc c'est en ça qu'on peut faire le lien. On sait que si on change dans cette fonction qui est P gamma, je suis désolée, j'ai été vite, si on change le paramètre, on revient exactement à la même équation, parce que les équations ont la même structure. Ok, et donc ce paramètre-là, c'est quoi? Alors dans notre modèle, ce paramètre, c'est dans la fonction de prix. C'est comment le prix spot, comment cette facture de la composante volumétrique de l'énergie, parce qu'on dit ça, c'est une fonction linéaire, c'est P0 plus un P1, la quantité, la somme de toute la production, et donc c'est ce P1 qu'il faut modifier. Parce que quand je suis planificateur, j'ai une action en plus. Ça veut dire que c'est un planificateur qui est capable d'aller modifier la règle de tarification. Ça veut dire que là, on ne dit plus aux gens vous êtes tarifé à un prix spot, mais vous êtes tarifé à quelque chose, à une règle qui est un P0 plus P1 de tout l'ensemble, fois l'ensemble de ce que font les gens. Ouais, donc on ne peut pas dire comment le planificateur, enfin comment le gouvernement pourrait mettre une taxe ou mettre je sais pas quoi, ou mettre optimiser le P0 et le P1 en fait. Pour que le P du marché devienne le prix du planificateur. Alors on n'a pas encore c'est ce qu'on me suggérait de faire, c'est de dire mais quel est en fait le prix que le planificateur a envie de faire. Et en gros, après, comment il devrait faire pour que l'allocation du marché devienne l'allocation optimale? Ouais, non ça on n'a pas. Et je ne sais pas si on pourra avoir l'allocation du marché, parce que là on dit que c'est le marché, mais en fait c'est une règle de tarification en fait. Là on a dit ça c'est un proxy du prix spot, mais on peut aussi dire qu'en fait c'est juste une question de facturation. Je pense qu'il reste des choses à creuser. Ah oui, parce que ça c'est un truc ad hoc que je pose. Ouais. Et on a dit ça c'est un proxy du prix spot, admettons que ça ce soit le prix spot et voilà la facture. Mais on pourrait dire c'est une règle de tarification. Par contre ce que je sais c'est quand cette règle de tarification, je sais la rendre pour un problème individuel, la rendre équivalente à avoir réglé le problème commun à tout le monde. Ok. Il fait chaud. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions?